Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Je reçois aujourd'hui une invitée que j'avais déjà reçue. Mais cette femme est tellement incroyable qu'il fallait que je l'invite à nouveau parce que depuis la dernière fois, il s'est passé tellement de choses dans sa vie qu'il nous fallait un petit update. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'honneur surtout de recevoir à nouveau Sandy, aka Aben Africa. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, blonde, sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Sandy. Salut Tia, comment tu vas? Ça va super, et toi? Ça va super, merci. Là, j'ai vu que tu étais de retour chez toi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cindy est guadeloupéenne. Il y a plein de gens qui savent pas, il y a plein de gens qui pensent que je suis camerounaise ou africaine d'un pays, mais non, je suis guadeloupéenne, 100%, papa, maman. Et donc là, tu es revenue chez toi pour quelques temps? Ouais, donc là, j'ai fait mes... Non, là, j'ai fait mes 16 mois... J'ai fait mon challenge de faire 16... Mon challenge, c'était 10 mois, 10 pays, et du coup, j'en ai fait 16. Et vers le milieu de mon périple, je me suis dit que avant de m'installer sur le continent, parce que j'ai toujours dit que à la fin de mon périple, j'allais potentiellement rentrer en France, aller 6 mois maximum, et ensuite m'installer sur le continent. Entre-temps, j'ai quitté mon job, du coup, pas de France. Et je me suis dit, je vais quand même aller me reposer quelque part. Et ce quelque part, c'était évidemment la Guadeloupe. Je devais faire 2 mois. Ça fait 3 mois. Mais je vais finir par rentrer un jour. En même temps, si tu t'y sens bien, pourquoi raccourcir le truc, quoi? Ouais, c'est clair. Mais il faut commencer à un moment donné à mettre en place les choses que je veux mettre en place dans ma vie perso, pro, etc. Donc là, ouais, on arrive à la fin des 3 mois. J'ai bien profité. 3 mois, c'est quand même le quart d'une année, c'est énorme. Donc j'ai bien profité de la Guadeloupe. Et puis maintenant, je vais bientôt m'envoler vers de nouvelles aventures. Avant d'en parler, j'aimerais quand même que tu te présentes pour les personnes, les rares personnes qui ne te connaîtraient pas. Mais présente-toi de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse. C'est qui Sandy? C'est qui Aben Africa? Déjà, est-ce que Sandy, c'est Aben Africa? Est-ce que pour toi, Aben Africa, c'est un personnage public et c'est pas Sandy qu'on connaît dans l'intimité, ou est-ce que c'est la même, quoi? Tia, tu touches un point hyper straight to the point. C'est super intéressant. Non, mais c'est dingue. C'est dingue ce que tu dis. Pour 2 choses. La première chose, c'est que effectivement, à un moment donné, dans mon existence, t'arrives à un moment où t'as des gens qui t'appellent Sandy et t'as des gens qui t'appellent Abena. Et tu n'es personne d'autre qu'Abena, ou tu n'es personne d'autre que Sandy. Et toi, t'es là dans une sorte de dualité où tu te demandes, mais even like, même moi, tu vois, je me pose cette question aussi. Donc c'est ouf, c'est fou la manière dont tu m'en parles. Et aussi un autre point de pourquoi c'est intéressant que tu m'en parles, c'est que avec la visibilité que j'ai maintenant sur Internet, il y a vraiment ce distinguo, je le fais vraiment maintenant. Alors que tu vois, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, on se connaît. C'est maintenant que je suis vraiment en train de me poser la question. Bon, je vais répondre à ta question, mais après, franchement, ce point-là, on pourrait le développer parce que parce que ouais, c'est important d'en parler pour moi, aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif aussi du fait d'être exposé d'être exposé sur les réseaux. Donc je m'appelle Sandy, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Je suis très contente parce qu'ils hésitaient avec Pauline, et depuis que je suis petite, je leur dis que s'ils m'avaient appelée Pauline, j'aurais pas du tout eu la même vie ni la même personnalité. Donc portons honneur à Sandy. Je m'appelle Sandy. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais je suis guadeloupéenne et très très fière de l'être. Mes parents n'ont pas beaucoup d'argent, mais s'il y a un truc qu'ils ont bien réussi, c'est faire en sorte qu'on soit proche de nos racines, même si on a grandi à 8000 km de nos racines. Je suis une ex-acheteuse internationale software. Je travaillais à la Défense, dans les bureaux. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de
de quitter cette vie-là pour me lancer dans une aventure que j'ai appelée 10 mois 10 pays. En fait, je voulais faire le tour du monde de l'Afro-World, c'est-à-dire l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique latine. La crise sanitaire mondiale qu'on a tous connue et que toi en particulier, tu as très bien connue aussi au niveau pro, a fait que j'ai dû me limiter, mais je mets vraiment des grosses guillemets, j'ai dû me limiter au continent africain. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire sur ce continent que on peut pas mettre limité et Afrique dans la même phrase en réalité. Et voilà, beaucoup de gens me connaissent par rapport à ce voyage-là. En réalité, l'origine d'Abn Africa, c'était il y a 4 ans, c'était pas il y a 16 mois. C'était avec ce compte que j'ai lancé, ce site web que j'ai lancé, qui a pour but de mettre la lumière sur l'histoire et les cultures des communautés noires, et qui a pour but que nous, en tant que personnes noires, on se regarde différemment, on s'aime différemment, on s'estime différemment, et les gens peuvent le faire de tous les moyens possibles. Moi, je le fais beaucoup par le voyage. Voilà. Très belle présentation. Et on va bien sûr développer ces 16 mois passés en Afrique, mais on revient justement sur Sandy aka Abn Africa. Comment tu as vécu cette exposition qui a quand même... C'est vrai que quand on s'est connus, c'était juste avant que tu partes, et aujourd'hui, ton compte Instagram a explosé, et donc en moins d'un an. Comment toi, tu as vécu ce changement de la fille inconnue, lambda, et aujourd'hui, la fille dont tout le monde parle, qui fait des TED, parce que tu as fait un TED, tu vois. Comment tu as vécu, et c'est quoi ton ressenti par rapport justement au fait d'être un personnage public? Ok, bon, ton podcast, Tia, c'est un podcast good vibes, mais c'est un podcast aussi où on dit les choses qu'on pense avec toute transparence. Donc, I'm sorry, mais je vais vraiment dire ce que je pense de la question que tu me poses. Je vais pas essayer de la rendre de la rendre sexy ou bisounours. Je vais vraiment dire moi comment je l'ai vécu. En fait, tu vois, je pense que il y a deux catégories de personnes sur les réseaux sociaux. 2 catégories de personnes qui ont de la visibilité. Il y a ceux qui, en décidant d'ouvrir un compte Instagram, ou en décidant d'être sur YouTube ou sur TikTok, je ne sais quoi, qui se sont vraiment dit, je veux lancer quelque chose, je veux être connu, je veux être reconnu, je veux que mon truc marche, je veux qu'on me reconnaisse dans la rue, je veux exploser, etc. C'est-à-dire que dès le départ dans leur démarche, ils avaient cette notion de, à un moment donné, je vais avoir de la visibilité, je vais être connu. Ok. Ça, c'est la première catégorie. Et aucune des 2 catégories n'est bien ou pas bien. C'est vraiment chacun fait comme il a décidé de lancer son truc. Ça, c'est la première catégorie. Et il y a une deuxième catégorie de gens qui ont fait un truc parce qu'ils voulaient le faire. C'est-à-dire que Instagram ou pas Instagram, ils auraient trouvé un autre moyen de le faire. Moi, Instagram, c'est parce que c'est aujourd'hui, là, tout le monde est dessus. Peut-être que si demain, il y a plus personne sur Instagram et que les gens sont sur TikTok, c'est sur TikTok que j'irai passer mon message, parce que c'est là que je sais que il y aura plus de gens qui vont être touchés, tu vois. Mais moi, en fait, mon focus unique du jour 1 où j'ai appuyé sur le bouton publier sur Instagram, sur Facebook, etc., jusqu'à il y a encore quelques temps, mon focus unique, c'était je veux vulgariser l'histoire noire, je veux découvrir des trucs et les montrer et les partager sur les réseaux sociaux. Je veux voyager et faire des vidéos de ouf pour que les gens aient l'impression de voyager avec moi et que du coup ça les incite eux aussi à voyager. C'était mon unique focus. À aucun moment je me suis dit, et même tu vois, quand t'es sur les réseaux sociaux, tu veux avoir plus d'abonnés, etc., etc. Évidemment que moi je veux plus d'abonnés, parce que si j'ai plus d'abonnés, ça veut dire que ce que je fais fonctionne. Mais j'ai jamais, c'est vraiment bizarre, hein, mais j'ai jamais eu ce truc de causalité de, en fait, plus t'as d'abonnés, en fait, plus t'es connu, et plus il y a de chances qu'on te rencontre dans la rue, plus il y a de chances que, etc., etc. Et en fait, moi, quand je m'en suis rendu compte, et du coup, c'est pour répondre à ta question, moi, quand je m'en suis rendu compte, c'était dans un contexte, du coup, et dans une expérience qui n'était pas positive. D'accord. Ça veut dire que, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et par exemple, tu as des gens qui vont s'approcher de toi, par exemple, qui vont voyager avec toi. Et toi c'est juste, t'es solo, t'es au bout du monde. La plupart des pays où tu vas, au début, tu connais personne, et après, tu te fais des potes. Et en plus de ça, t'es en train de struggle parce que t'es en train de voyager, mais t'es aussi en train de documenter, t'es aussi en train de gérer une communauté. Enfin, tu fais plein de trucs et tout. Et en fait, toi, il y a des gens que tu rencontres, c'est juste des gens que tu rencontres, en fait, comme la magie du voyage où tu rencontres des gens. Il y a des gens, ça va durer une semaine, d'autres, ça va durer des années. Enfin, c'est ça, en fait.
Et en fait, je me suis rendu compte de deux choses. Et c'est là où je te dis, c'était comme ma première confrontation au fait d'être visible n'a pas été positive. Maintenant, je suis vraiment en train d'essayer de construire ou déconstruire mon rapport à ça pour mieux le vivre. Et au fur et à mesure de ce que je faisais, du coup, disons que j'ai lié des amitiés avec des personnes qui, pour moi, me côtoyaient parce que j'étais Sandy. Et c'est là où je te dis que quand tu me poses cette question en intro de ton podcast, je me dis, mais tu touches du doigt tout de suite un truc qui, moi, me travaille depuis, 4-5 mois, tu vois. Et pour moi, je rencontre des gens qui me côtoient parce que je suis Sandy. Pourquoi tu me côtoierais pour autre chose? De toute façon, je suis pas autre chose, tu vois. Et tu te rends compte que, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, et en fait, tu te rends compte qu'ils vont te côtoyer parce que tu es à Bénin. C'est-à-dire que c'est pas uniquement pour du profit, ou c'est pas uniquement par intérêt, ou c'est pas uniquement de l'opportunisme. Évidemment qu'ils trouvent cool, ils vont pas se forcer à bosser. Mais en fait, c'est ce que je disais à une amie. Enfin, c'est ce qu'une amie me disait. Elle me disait, Sandy, à partir de maintenant, il faut que tu réalises que quand les gens s'approchent de toi, il faut que tu te poses la question, est-ce qu'ils s'approchent de toi pour Sandy ou est-ce qu'ils s'approchent de toi pour Abena? Et le problème, c'est pas de m'approcher pour l'une ou l'autre raison. L'important, c'est la démarche avec laquelle tu t'approches. Si tu t'approches pour moi, pour Abena, il faut que ça soit clair, en fait. Je veux bosser avec toi ou je veux collaborer avec toi. Je kiffe ce que tu fais, on peut faire des trucs ensemble. Et là, il y a pas de souci parce que l'origine de la relation aura été saine dès le début. Et peut-être qu'après, ce sera que pour Sandy, tu vois. Mais voilà, c'est juste que moi, ça m'a surtout, tu vois, je suis en voyage, je suis toute seule, du jour au lendemain, je me rends compte qu'il y a des gens qui, et du coup, c'est un truc, c'était un petit struggle en vrai dans mon solo trip, où du coup, t'es dans une crise identitaire chelou à 30 piges, qui sort de nulle part. Et justement, tu vois, cette amie avec qui je discutais, elle me disait, mais Sandy, à un moment donné, tu te doutais pas que ça allait arriver, des trucs comme ça? Et c'est là que je me suis dit que, ah ouais, moi, j'ai jamais pensé à ça. J'étais focus sur ce que je crée, ce que je donne, ce que je partage. Et pareil, tu vois, dans ma manière de voyager, et après, j'arrête avec cette question, mais dans ma manière de voyager, moi, aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 ans que les gens me suivent beaucoup. Ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux, mais ça fait 12 ans que je voyage solo en Afrique. 12 ans! C'est plus d'une décennie. Et du coup, ça fait 12 ans que je kiffe faire ça, que les gens me voient ou pas. Et du coup, j'ai ma manière de voyager, j'ai mes kiffs, etc. Et c'est vrai que là, il y a un impact, même dans ma manière de voyager. Je te donne une anecdote toute simple, mais qui m'est arrivée dans plusieurs pays. Je suis tranquille, je suis sur mon Zem. Un Zem, c'est des mototaxis au Bénin. Je suis sur mon Zem, comme d'hab, je suis fatiguée, à moitié endormie, je suis sur mon téléphone à l'arrière de la mototaxi. Et il y a une voiture derrière qui klaxonne. Je calcule pas. Toi-même, tu sais, enfin, quand on est en Afrique, ça klaxonne partout de toute façon. Je calcule pas. Mais là, la voiture insiste, un gros 4x4 noir, la voiture insiste. À un moment donné, parce que voilà, ça fait quand même un bout de temps que là, j'étais au Bénin, donc je sais qu'au Bénin, il y a pas mal de gens qui reconnaissent Abnafrica. Ouais. Je me dis, à un moment donné, oh putain, oh punaise, pardon, ça doit être quelqu'un. J'ai oublié qu'on était sur le podcast, tu sais. Je me dis, oh punaise, ça doit être quelqu'un qui m'a reconnu. Mais du coup, dans mon intro, dans ma petite personne introvertie, oh non, je veux pas encore qu'on me reconnaisse et tout, je reste bien concentrée sur mon téléphone, je calcule pas, tu vois. Mais la personne insiste tellement que là, carrément, c'est le Zem, donc le mototaxi, le chauffeur qui prend l'initiative de s'arrêter parce que lui-même, ça le saoule. Et ça m'a dit, pourquoi vous vous arrêtez? Mais non, avancez. Bref, il s'arrête, le 4x4 s'arrête, la vitre descend, j'ai tenté, etc. La vitre descend, je vois un couple, ils sont trop mignons, ils ont l'air trop cool, trop gentils et tout. Avena, on t'a reconnu, on aime trop ce que tu fais, tu vas où? Viens, on t'emmène et tout. Et en fait, et c'est là où je te dis que c'est vraiment un truc que je suis en train de travailler parce que il y a rien de plus cute dans cette démarche, en fait. Il y a que de la bienveillance, il y a que de la gentillesse, il y a du love, il y a de l'enthousiasme, il y a du je reconnais, donc je t'aide, je t'emmène, tu vas où? Je te vois, t'es en Zem, moi je suis dans un gros 4x4, viens avec moi. Enfin, il y a rien de méchant. Sauf que moi, je suis pas préparée à ça. Moi, j'ai l'habitude de galérer sur mes Zem depuis 12 ans que je vais à l'Afrique, tu vois. Et du coup, c'est là, tu vois, c'est pareil, c'est un travail aussi dans le sens où je me dis, il y a aussi un impact dans ma manière de voyager.
dans ma manière de voyager. Et ça, je l'ai pas dit sur Instagram. Et c'est pour ça que moi, je suis une podcast, enfin, j'adore les podcasts parce que je trouve que c'est le seul format, franchement, de tous les formats YouTube, Instagram, Facebook, tout ce que tu veux, c'est le seul format où on peut vraiment poser notre pensée. Et c'est pour ça qu'il y a des choses que je dis pas sur Instagram, pas parce que j'ai pas envie de les dire, mais c'est parce que une story, ça fait que 15 secondes. Un réel, faut pas faire plus d'une minute. Enfin, t'as pas le temps de vraiment exposer les choses. Et du coup, le Togo, tu vois, donc là, quand j'étais au Bénin, le pays après, ça devait être le Togo. Ouais. Et je sais que même si je l'ai pas dit explicitement sur Instagram, je sais qu'il y a une des raisons pour laquelle j'ai pas été au Togo, c'est parce que je me suis dit Togo, pays francophone. Pays francophone, il y a beaucoup de chances qu'on me reconnaisse. D'ailleurs, j'avais été juste 3 jours au Togo et en 3 jours, je pense qu'il y a pas un jour on m'a pas reconnu 2-3 fois, tu vois. Et je me suis dit en fait, j'ai tout quitté. Financièrement, je suis en train vraiment d'investir, enfin je suis vraiment en train de me donner en fait. Et il est hors de question que je ne vive pas à fond l'expérience que j'ai décidé de vivre, parce que je préfère travailler sur ce point-là une fois que je suis posée quelque part et après revenir et retourner dans des pays francophones sans que ça me pose de problème, que de devoir travailler dessus alors que je suis en plein voyage, etc. Et c'est pour ça que à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais pas aller au Togo, je vais aller dans un pays où je suis sûre que personne me connaît, et c'est là que j'ai choisi la Sierra Leone. Tu vois? Mais tu vois, comme disait ton ami, tu réalises que plus tu vas grossir et plus peu importe où tu iras, on te reconnaîtra. Est-ce que tu crois que c'est l'appréhension qu'on te reconnaisse ou juste ton caractère justement introverti qui fait que c'est pas dans ta nature forcément d'être entouré de plein de personnes, d'aller vers les autres, toi t'es plutôt discrète, et est-ce que c'est ça qui te dérange? Alors, je pense que c'est un mélange de ça. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, tu vois, de ma nature, en fait, certes, je suis très introvertie quand je connais pas les gens. Par contre, une fois qu'on est amis, c'est gâté pourtant. Franchement, même mes potes, quand je leur dis que je suis timide ou introvertie, ils me disent mais n'importe quoi, pourquoi tu mens aux gens et tout. Je me dis, mais vous me connaissez pas. Moi, tant que je me sens pas en sécurité avec une personne, que ça soit un homme, une femme, un groupe de personnes et tout, je suis timide, vous ne me reconnaissez pas. Mais une fois qu'on est à l'aise, une fois que tu m'es à l'aise, c'est fini pour toi. Je te fatigue jusqu'à fatiguer. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange déjà que je m'y attendais pas, dans le sens où même demain, enfin, même si j'avais 1 million d'abonnés, c'est ça qui est vraiment subtil à comprendre, c'est que pour moi, ok, j'ai 1 million d'abonnés, mais ça veut pas dire qu'on me reconnaît dans la rue, parce que c'est 2 mondes différents en fait. C'est moi et mon téléphone, et la vraie vie, c'est la vraie vie. Donc tu vois, il y a déjà ce truc de où il faut que j'arrive à connecter les dots entre ces deux trucs-là. Et ouais. Et il y a aussi, il y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que pour moi, alors je sais pas comment le formuler, mais pour moi, certes, moi je suis fan de mon travail. Toute l'âme et tout le cœur et toute l'énergie que je mets dedans, je peux pas ne pas être. Je suis fan de ce que je fais, mais c'est un peu, tu vois, comme si pour moi, je dissocie, entre guillemets, l'artiste de ses œuvres d'art. Et que, en fait, une fois que je fais ce que je fais, une fois que je donne ce que je donne, une fois que je publie les vidéos que j'ai à publier, je le donne, en fait. Ça, c'est au monde, ça m'appartient plus. Et du coup, bah, quand tu me vois dans la rue, il y a pas de raison franchement, tu sais, je sais pas comment. Là, tu vois, récemment, j'étais à Business Africa, c'était un événement top à Paris qui réunissait pas mal d'acteurs de la communauté afro, etc. Et au salon, tu vois, toutes les 2 minutes, j'étais arrêtée. Et donc c'était là pour le coup, comme j'étais préparée, je l'ai bien vécu, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais de toute façon, je sais pas comment dire, enfin, je suis personne en fait. Genre, c'est nous, c'est moi, c'est l'Afrique, c'est le monde, c'est à vous quoi. C'est vraiment, c'est ça que vous kiffez, et moi, je suis quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ce truc-là qu'il faut bosser. Et je pense que c'est aussi la génération dans laquelle on vit, où maintenant, quand tu as une certaine visibilité, ou quand tu fais un truc, en fait, il y a ce que toi tu fais et il y a qui tu es. C'est ce que nous imposent un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas avant. Quand tu regardes même certains acteurs aujourd'hui, ils font leurs films et puis ils font leur life. Ils sont pas là à faire des stories sur Instagram pour qu'on sache ce qu'ils font, en plus de quand ils font leur œuvre d'art, c'est-à-dire que quand ils font leur film. Et là, il y a ce truc, il y a ce truc, je pense, déjà moi à intégrer. Et je pense même à adapter dans ce que je publie. Enfin, toi, tu suis Amn Africa depuis assez longtemps maintenant. Je pense que certains s'en sont rendus compte, mais pas tous. Avant, je montrais grave ma famille. Enfin, je montrais beaucoup de trucs et tout. Et là, je sais que progressivement, je montre moins,
Parce que, ouais, je veux que les gens se concentrent sur ce que je fais, donne, et pas sur ce que je suis. Tu vois? Là, je suis en Guadeloupe, par exemple, fut un temps, mais on aurait vu ma sœur tous les jours dans mes stories. C'est impossible qu'on la voit pas dans mes stories. Et là, on a vu ma sœur peut-être une ou deux fois, tu vois. Et même pour moi, j'essaie vraiment de me dire que, parce qu'en fait, je pense que ça a un impact aussi, même pour moi, dans la manière dont je me perçois, la manière dont, et je me dis, même moi, si je rentre dans quelque chose où, je deviens une actrice de ma propre vie, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que ça a été très bien de ma petite digital détox de 1 mois et demi, 2 mois. Ça m'a permis de bien couper et de revenir selon mes termes. J'adore vraiment tout ce que tu viens de nous dire parce que je pense que ça va faire écho à plein de personnes qui réalisent pas quand on est créateur de contenu et qu'on a justement cette visibilité que il y a cette dualité de ok, je suis un personnage public mais je suis pas que ça et à l'extérieur je suis pas du tout un personnage public et qu'il faut réussir à dissocier ces deux personnalités qui ne font qu'une en fait. Exactement. Exactement. Et en fait, juste pour terminer, parce que c'est vraiment ça que je voulais dire en fait, il y a aussi, en fait, c'est ce que les gens projettent sur toi. Parce qu'en fait, ce que toi, tu montes sur les réseaux, c'est, oui, c'est les moments les plus stylés en général, même si évidemment, et ça se fait de plus en plus sur les réseaux, quand il y a des moments de plus de fragilité, tu vas les partager quelquefois, etc. Mais évidemment que je vais me montrer quand je souris, évidemment que je vais me montrer quand je kiffe ma vie et pas quand je suis en train de chialer au fond de mon lit, enfin, je vois pas le but, tu vois. Et du coup, il y a, toi, tu es dans une entièreté, et tu vas décider de montrer certaines parties de ton entièreté, ce qui est normal. Enfin, et je pense qu'il n'y a pas du tout à culpabiliser les créateurs de contenu de montrer uniquement quand ils sont bien. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, quand les gens te voient, eux, leur entièreté à eux, c'est une seule partie de toi. Et du coup, quand tu rencontres des gens, tu vois, c'est tout bête, mais des fois, là, par exemple, à Business Africa, comme je t'ai dit, comme j'étais préparée, ça s'est hyper bien passé. Mais Tia, je voyage seule sur le continent africain. Des fois, des fois j'ai des moments de blues, des fois j'ai des moments de solitude, des fois j'ai des moments de remise en question. Donc des fois je me pose dans des restos, je tire la tête comme jamais. Si là t'as quelqu'un qui vient avec un grand sourire, ah mais non, ils font la pause et tout, fais photo. Toi t'es là, tu dis ah ouais. Donc là bim, tu vois, tu dois switcher de ton vrai état actuel parce que tu te dis que ces personnes-là, ça se trouve que c'est la seule fois de ta vie et même de leur vie où ils vont te voir. Et du coup, t'as envie de leur donner ce qu'ils voient sur Instagram. Et puis quand ils partent, tu retournes dans ton blues. Enfin, tu vois, c'est bizarre en fait. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu te dises en fait. Bref. Moi, ça m'est arrivé, tu vois, le truc, ce que tu dis, moi, je l'ai vécu. Et alors, 2 fois, ça m'a vraiment marqué parce que pour le coup, moi, je suis hôtesse de l'air. Ouais. Donc, tu vois, j'ai vraiment un boulot qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Ouais. Et une fois, il y a une demoiselle que je sers, on est dans l'avion. Donc, moi, quand je suis dans l'avion, je suis Cynthia, hôtesse de l'air, tu vois, Cynthia, chef de cabine. Et donc, je sers la demoiselle. Et là, elle me dit, ah, mais c'est toi, Tia, sur les réseaux. Donc, je dis oui, parce que voilà. Et là, elle me dit, on peut faire une photo? Mais tu sors entre deux plateaux. Mais non. Tu vois, entre deux plateaux. Et donc, je lui ai dit, si ça te dérange pas, et tu vois, j'étais même gênée, et je lui ai dit, bon, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut le faire vraiment après l'atterrissage, avant que tu partes? Tu vois, histoire de vraiment se dire, c'est à la fin du vol, quand j'ai fini ce que j'ai à faire. Parce que je bosse, en fait. Vraiment, là, tout de suite. Et j'étais pas préparée à ça. Et une autre fois, j'arrive à l'hôtel en escale, et je dis bonjour à tout le monde. Donc en plus, matin, après un vol, la meuf fatiguée comme jamais. Et là, j'entends quelqu'un crier dans le restaurant parce que en fait, j'arrivais dans le restaurant pour le petit déjeuner. Et là, j'entends quelqu'un crier, oh mon Dieu, c'est Tia. Et là, tu sais, tout le monde se retourne et je regarde. Et en fait, c'était une nouvelle hôtesse. En CDD. C'est pas vrai. Je vais arrêter, mais net, non, c'est pas moi. C'est pas ça. Et là, forcément, tous mes autres collègues m'éclataient de rire, qui pendant toute la journée m'ont dit ah ouais, mais c'est toi Tia, c'est vraiment toi Tia. Et j'étais vraiment pas prête. Donc ouais, je comprends totalement ce que tu dis. Ouais. Et justement, moi je me posais la question, toi, au niveau de ton travail, enfin, tu vois, c'est un truc où il faut je pense qu'il y a certaines règles et tout. Au niveau de ton travail, est-ce que tous tes collègues sont au courant de ce que tu fais sur les réseaux? Ou est-ce qu'au début tu le disais pas et après tu l'as dit progressivement parce que tu assumes totalement? Est-ce que parce que je sais qu'il y a des gens, certains créateurs de contenu qui ont été embêtés une fois que certains de leurs boss ont su qu'ils étaient sur les réseaux. Enfin, toi, du coup, ça se passe comment? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que
dès le départ, j'ai voulu dissocier les deux parce que c'était vraiment important qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc, je me suis donné vraiment la discipline de ne pas dire que j'étais sur les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que ma communauté a augmenté au fur et à mesure. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses, des collaborations, des choses comme ça. J'ai écrit un livre. Donc, forcément, ça s'est su. Et donc, aujourd'hui, je pense que quasiment tous mes collègues sont au courant que je suis sur les réseaux sociaux, que je suis créatrice de contenu. C'est monté aussi plus haut au niveau de nos responsables, tout ça. Et honnêtement, j'ai toujours eu que de bons retours, même de mes chefs, tout ça, qui des fois même me taquinaient sur des choses qu'ils avaient vues. J'ai des commandants de bord, j'ai un blog qui parle de Rome. J'ai des commandants de bord qui se sont abonnés parce que eux, c'est leur à faire des voyages, ils voyagent tout le temps, mais qui me disent mais j'ai vu le dernier article que tu as écrit sur le Rhum, tout ça, est-ce que tu peux me conseiller? Et c'est vrai que honnêtement j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, franchement il y a beaucoup de bienveillance, mais volontairement par contre j'en parle pas, c'est-à-dire que mes collègues vont venir m'en parler, vont me dire j'ai vu ton dernier post, j'ai entendu ton dernier podcast, des trucs comme ça, mais moi spontanément je vais pas arriver en disant est-ce que vous avez vu mon dernier article, des trucs comme ça. Je fais vraiment la dissociation des deux. D'accord, ok. Alors, je vais rebondir sur un truc que t'as dit, et c'est vrai que moi aussi je suis étonnée, t'as dit que t'étais timide. Comment on peut être timide et voyager seul pendant 1 an et demi? Comment c'est possible? Tiens, il faut que toi et moi on suit Mavic Bright. Je pense qu'il faut que je regarde la différence. Il y a une différence entre timide et introverti. Il faut que je vois dans quel cas je suis. En fait, mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est avec des gens, comment expliquer? En voyage, par exemple, quand je suis seule et qu'il y a aucune expectation des gens en face de moi, c'est-à-dire les guides, des gens que je vais rencontrer par hasard dans un bus, des passants, etc. Mais j'ai zéro timidité. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, hier encore, j'étais au restaurant, le mec à côté de moi, son plat avait l'air hyper intéressant. Je lui dis, mais c'est quoi vos trucs, monsieur? Je peux goûter. Enfin, tu vois, genre, j'ai aucune timidité avec des gens où il y a rien. Enfin, je veux dire, il y a pas de passif, pas d'historique, où il y a vraiment, et peut-être aussi, c'est ça, où je sais que il y a un maintenant, mais il y aura sûrement pas de demain parce qu'on se rencontre dans l'instant, tu vois, et voilà, quoi. Par contre, tout ce qui concerne des gens qui me connaissent déjà un peu, quand j'étais acheteuse internationale, enfin, quand j'étais acheteuse à la Défense, que j'arrivais en réunion, j'étais très en mode que je devais négocier. En plus, j'ai négocié avec des grosses boîtes, j'ai négocié avec des Google, des Apple, des IBM. Je rentrais dans des salles, j'étais la seule femme, j'étais la seule noire, j'étais la seule moins de 30 ans. I was like, mais qui va m'écouter for real, en fait? Est-ce qu'ils vont pas quand je vais sortir de la salle? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Enfin, donc, vraiment, moi, comme tu vois sur les réseaux, et moi, comment j'étais dans le contexte professionnel, par exemple, c'est vraiment le jour et la nuit. Et après aussi, je pense que quand j'arrive dans des soirées ou entre amis, oui, je pense que, je sais pas, quand je sais qu'il y a pas de, il y a vraiment rien avec la personne, c'est facile pour moi d'être moi, du coup, à 100%. Par contre, s'il y a le moindre truc qui fait qu'on va peut-être se revoir un autre jour, ou c'est l'ami du frère de la copine de un tel, ou etc., il faut que je me sente vraiment en confiance et en sécurité pour un moment vraiment être moi-même. Ouais. Alors moi, j'aurais plus tendance à dire que t'es introvertie plutôt que timide. Je pense. Moi, je suis introvertie, et pareil, on me dit, mais pas du tout, mais parce que je pense que les gens pensent qu'introverti, c'est forcément être timide, alors que pas du tout. Moi, je suis introvertie dans le sens où déjà je suis solitaire, j'ai vraiment besoin de ces moments où je me retrouve seule. Je suis un peu comme toi, si je connais pas, j'ai pas de difficulté à parler, mais c'est vrai que en fait je suis exactement comme toi. S'il y a une connaissance, même si la connaissance en fait elle est à l'échelon 1 million, le simple fait de savoir que tu connais quelqu'un que je connais, qui connaît quelqu'un machin, peut-être aussi la façon dont tu me perçois, je vais me dire ok, là être moi-même c'est pas compliqué, mais comme je sais pas comment tu vas le percevoir, donc je suis un peu plus réservée. Ouais, la manière dont tu l'as formulé, c'est exactement ça pour moi. D'accord, ok. On va revenir aussi sur le fait de voyager seule en tant que femme, forcément, parce que je pense qu'il y a
moins de personnes qui te posent la question. Mais on va remonter le temps. Nous, on s'est quittés lors du premier podcast. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier podcast avec Sandy, allez-y parce que il est génial. Et c'est vrai que en plus, j'aime trop. Ouais, Mais tu vois, j'aime trop parce que j'ai l'impression que là, on est dans une série et qu'il y aura encore des épisodes après parce que l'épisode, on s'est quitté quand tu t'apprêtais à arrêter pour quelques mois ton travail et tu me disais, je peux pas te dire encore ce qui va se passer. Donc tu vois, le titre de folie dans les séries. Tu me disais, je peux pas encore te dire pourquoi mes projets vraiment dans les détails, mais j'espère en tout cas que ça va se passer et qu'on pourra en reparler. Donc ça s'est très bien passé et donc mais on se quitte à ce moment-là où le projet c'est de quitter ton boulot pour quelques temps et donc de revenir. Bien sûr, les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça, on va aussi en parler, mais quand tu pars, quand tu décides justement de prendre ces quelques mois pour faire ce voyage incroyable, est-ce que toi t'étais sereine? Est-ce que dans ta tête tout était clair, planifié, je sais où je vais, je sais dans quelle direction, tout est cool justement pour ne pas avoir à trop réfléchir et ne pas stresser? Ouais, alors ok. Donc déjà, première chose, j'avoue que, en tout cas même pour moi, je pense que je vais même réécouter le podcast qu'on a fait ensemble, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y a eu tellement de changements, enfin ce voyage a provoqué tellement de changements dans qui je suis, ma personnalité, comment je vois la vie, etc., que j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit j'étais avant de partir, tu vois. C'est fou, en fait. Les podcasts, c'est vraiment magique, genre... Anyway, moi-même, je pense que je vais aller réécouter pour me dire, en fait, j'étais comment avant. Parce que vraiment, il y a un avant et un après ce voyage. Ensuite, pour répondre à ta question, alors, il faut savoir que ce voyage que j'ai fait, c'est un double saut. C'est un double saut de l'inconnu. Et il y a une partie qui était extrêmement simple pour moi et une autre partie qui était plus compliquée, qui est encore compliquée. La première partie qui a été extrêmement simple, quand je parle de double saut, c'est que je fais un saut dans l'inconnu dans le sens où certes j'ai déjà voyagé seule, certes j'ai déjà voyagé en Afrique, mais j'ai jamais voyagé seule en Afrique pendant une longue période. Donc c'est vraiment ce truc de tu pars faire un tour. À la base c'était un tour du monde entre guillemets parce que j'allais être sur 3 continents différents. Mais bref, tu pars faire un long voyage en solitaire. Donc c'est un grand saut parce que c'est un saut vers l'inconnu parce qu'il y a peu de gens qui font ça au final parce que voilà c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, pour le coup, ça a été très facilement, c'est très facile pour moi de gérer ça parce que, je sais pas, j'ai l'habitude de voyager parce que je kiffe tellement que tu sais, avec Mavic Break là, il y a un moment où on aurait parlé d'un truc, une de ces thématiques, c'était le flow. Et tu vois, moi j'ai l'impression que quand je voyage, quand je fais ces trucs-là, je rentre dans une sorte de flow où, même certaines difficultés, je les vois pas parce que limite ça me fait kiffer en même temps, tu vois, ce rapport complexité. Bref, ça n'a pas été du tout compliqué pour moi, même pour les pays compliqués comme la Sierra Leone, comme le Cameroun, tous ces pays où il est difficile de voyager et tout. Au contraire, moi, je pense que c'est les pays que j'ai kiffé parce que justement, ils étaient moins simples. Donc, franchement, cette partie-là du saut, est-ce que c'était tout clair dans ma tête, etc. Bah oui, évidemment, j'avais une liste que j'ai pas respectée, mais c'était prêt, quoi. Et ça n'a pas été compliqué dans l'exécution. L'autre partie du saut, et je pense aussi que, en fait, comme l'autre partie du saut était compliquée, ça a rendu, la première partie facile parce que, j'étais concentrée à essayer de... Donc, l'autre partie du saut, c'est le saut vers l'inconnu professionnel. C'est-à-dire que quand je décide, de quitter, d'aller faire ce voyage, non seulement je vais faire un voyage en solitaire, mais je suis aussi en train de me lancer un pari en me disant, j'étais salariée, je veux être indépendante. Je sais même pas si, oui, le mot entrepreneur est le mot le plus approprié, mais moi, en fait, en vrai, j'étais salariée et maintenant je veux être libre. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, professionnellement parlant, géographiquement parlant, financièrement parlant, je veux être libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, travailler avec qui je veux. Et en fait, le truc, c'est que ce à quoi je n'avais pas été préparée, c'est l'intensité, l'énergie et le temps que demande le fait de voyager et publier en même temps. Alors que j'avais déjà voyagé et publié en même temps, mais
Sometimes, des fois, je suis vraiment en mode, bon, tranquille, ça le fera. Mais non, en fait, Sandy, ça va pas le faire parce qu'il y a que 24 heures dans une journée. Et j'oublie souvent ça. Même si, ça fait 31 ans qu'il y a 24 heures dans toutes mes journées. Quand je voyageais, avant de faire ce voyage, ce long voyage, c'était, on va dire, je pars 15 jours. Je publie un peu en live, au pire 2-3 jours de retard, mais je publie un peu en live. Et après, quand je rentre travailler, voilà, de toute façon, je suis salariée, je publie sur mes pauses déj, je publie le soir. Et au bout d'un moment, le voyage se termine et on attend le prochain. Là, le truc, c'est que le prochain, il est le jour d'après, en fait. Quand tu quittes le Congo, le lendemain, t'es en Éthiopie. Quand tu quittes l'Éthiopie, le lendemain, t'es en Tanzanie. Quand tu quittes la Tanzanie, le lendemain, t'es au Mozambique. Il n'y a pas de pause. Donc, tu dois publier exactement. Et l'erreur que j'ai faite, mais moi, je suis vraiment quelqu'un où je me dis que de toute façon, les erreurs qu'on fait, c'est vraiment des leçons pour, en fait, aller encore plus loin vers le but qu'on a. Donc, je suis vraiment... Je suis pas en mode trop bien, j'ai fait cette erreur, je suis pas dans une positivité toxique incroyable, mais je me dis OK, je vais tirer des leçons de ça. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est d'être focus vraiment à 100% sur OK, je vais publier, je vais continuer à être présente, etc. Au lieu de me poser et de me dire OK, Sandy, là tu es sur tes économies, mais c'est pas tes 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 60 000 abonnés qui paient tes billets d'avion en fait. Donc à un moment donné, toi, quand tu t'es mis sur les réseaux sociaux, et ça, je crois qu'on en avait parlé, je sais pas, lors de notre premier épisode de podcast, mais moi, quand je décide de me mettre sur les réseaux sociaux, c'est évidemment parce que j'ai ce feu en moi de vouloir changer le regard qu'on a sur nous-mêmes en tant qu'afrodescendants, mais c'est aussi parce que, et là on revient à cette thématique de la liberté, c'est parce que je veux être libre professionnellement et que je veux créer quelque chose où je gagne financièrement, je gagne autant que ce que je gagne en travaillant dans une grosse boîte de la défense, tu vois. Et en fait, en fait, ce que je fais au final, c'est bien parce que en Africa ça fonctionne bien, etc., etc. Mais c'est pas aligné avec ce que je me disais que, à un moment donné, il faut monétiser. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est vraiment des trucs qu'il faut débloquer je pense que quand on se lance dans des challenges, dans l'entrepreneuriat, dans des assos, quand on est porteur de projet, etc., on n'a plus une vie lisse, on n'a plus une vie simple. Et c'est pas en termes simples dans le sens, il n'y a pas de problème, on n'a plus une vie où où tu sais ce qui va se passer à l'avance. Moi, si je reste cadre dans une entreprise, on sait un peu ce qui se passe de 9h à 17h, on va avoir des réunions, c'est quand on a nos vacances. Et quand tu décides de te lancer dans des trucs hors des sentiers battus, tout peut te tomber dessus à tout moment, d'accord ? Et à partir du moment où tout peut te tomber dessus à tout moment, il faut que tu mettes un système en place pour que ça fonctionne et pour que tu puisses continuer à avancer malgré l'inconnu qui est presque au quotidien en vrai. Et donc du coup, j'étais très 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 focus sur continuer à publier et je me suis pas posée sur comment est-ce que je monétise et dans ces trucs qu'il faut débloquer quand t'es porteur de projet, etc., il y a, je pense, un truc que j'avais pas débloqué, c'est pas parce qu'un truc que tu fais est facile que ce n'est pas monétisable. C'est pas parce qu'il y a un truc que tu fais que tu kiffes que ce n'est pas monétisable. On est beaucoup en tout cas à avoir grandi ou avec ce rapport au travail assez pénible, ce rapport à la récompense assez pénible. Ça veut dire que en fait, si tu gagnes tant d'argent, il faut l'avoir mérité, il faut avoir souffert un minimum. Le sens où, prendre plaisir dans le travail, c'est pas normal en fait. Si c'est un truc que tu kiffes, c'est pas normal. Et en fait, il faut shifter ce truc de travail, souffrance, récompense, donc rémunération, et travail, valeur, récompense. Ça veut dire que, à un moment donné, il faut shifter en te disant, c'est pas parce que tu galères que tu vas mériter de l'argent. C'est parce que la valeur que tu vas apporter aux gens aura un impact tel dans leur vie que tu auras une récompense, notamment ici la rémunération. Et là, je suis en train de te parler comme ça, mais le shift, il n'est pas encore totalement fait dans ma tête. Sinon, je serais déjà en train de brasser, tu vois. Mais c'est un travail, en fait. Mais totalement, et tu sais, tu dis ça et je me vois tellement dans tes propos parce que moi qui suis sur les réseaux depuis 5 ans,
il y a que 2 ans où j'ai commencé, parce que comme toi, j'y suis pas encore à 100%, mais où j'ai commencé à me dire, mais tu kiffes ce que tu fais? Alors oui, tu le fais facilement. Moi, je peux rester 4 heures à écrire et être justement dans cet état de flow où je suis bien, où il y a rien qui me dérange parce que je suis concentrée. Donc ouais, je kiffe tout ça. Et il m'a fallu justement ces 2 dernières années où je me dis, mais pourquoi en fait tu pourrais pas vivre de ça? Pourquoi ce que tu fais là, ça pourrait pas te permettre d'être libre financièrement justement? Mais c'est pas évident parce que tu le dis très bien, on n'est pas habitué à ça. Et puis moi je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu aussi ce gros souci de me dire, est-ce que les gens seraient prêts à acheter ce que je fais? Est-ce que les gens seraient prêts à investir dans ce que je fais? Et au final, les gens qui aiment ton contenu, oui. Bah oui. Ouais. Et c'est pour ça que le vrai travail, c'est vraiment pas les gens, c'est vraiment pas est-ce que ton truc est bien, c'est vraiment pas j'ai peur de lancer, c'est le travail. Enfin moi, en tout cas, c'est vraiment pour moi parce que je pense une fois de plus il y a pas une méthode parfaite, on est tous différents, il faut se connaître au maximum pour savoir comment est-ce qu'on applique une méthode, comment est-ce qu'on applique une méthode. Moi, je sais que le plus gros travail, il est à faire sur moi. Il est vraiment à faire sur moi et pas sur c'est vraiment ne pas avoir peur de lancer tel ou tel truc, ne pas avoir peur de passer à l'action, ne pas avoir peur de dire que ça peut fonctionner, ne pas avoir peur de tomber, de se casser la tête. Denzel Washington a dit « Fall down 7 times, get up 8 ». Tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. En réalité, tente. Et c'est comme ça que tu vas avancer, en fait. Tu vois, le chemin vers le succès, il est tout sauf linéaire. Donc, c'est ça, en fait. C'est tout un mindset. C'est tout un mindset. Et après, il faut aller au-delà il faut pas être des regardeuses de story, il faut pas être des regardeuses de citations sur Instagram, il faut aller au-delà et appliquer réellement, et c'est toute la difficulté de la chose. Et pour celles qui nous écouteraient et qui se disent ouais mais c'est compliqué de se lancer, c'est clair, c'est compliqué de se lancer, mais honnêtement quand tu tombes une fois, tu tombes 2 fois, après se relever c'est plus facile parce que justement tu sais et tu te dis j'ai déjà vécu ça, ok, allez je me relève et on avance, et honnêtement pour l'avoir vécu, les échecs, on a l'impression que c'est une phrase bateau de dire ça, que les échecs nous font grandir, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Si on arrive à apprendre de ces leçons-là, de ces échecs, on en sort grandi. On arrive à décupler finalement la personne qu'on était la veille. Parce que c'est ça, c'est de grandir soi-même. Et ça, faut oser une première fois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense justement que, parce que tu parlais justement des gens qui nous écoutent, je pense que y a certaines personnes qui sont pas forcément à fond dans le développement personnel, qui vont pas forcément écouter plein de podcasts pour les inspirer, ou qui vont pas forcément regarder plein de comptes Instagram qui les motivent et tout pour les inspirer, etc. Mais moi, je veux m'adresser à celles qui justement font beaucoup ça, parce que j'ai été elles, qui justement connaissent tous les livres de dev perso, cherche ton pourquoi, the power of habits, les miracle morning, tous ces trucs qu'on regarde et on se met des méthodes, on fait tout bien. Je pense qu'à un moment donné, la solution, c'est juste de mettre stop dans tous ces trucs-là, de dire la connaissance, je l'ai. Je suis là, quand je discute avec Tia, on ressort des phrases et tout, etc. La connaissance, je l'ai. Je sais qu'il faut savoir, je sais qu'il faut accepter l'échec, je sais qu'il faut passer à l'action, je sais que la confiance en soi se construit de l'expérience. Je sais tout ça. À un moment donné, juste, je stoppe, j'arrête de lire, j'arrête de regarder et je me focus sur la seule et unique chose qui compte, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que, et des fois vraiment, quand tu vois, il y a des trucs où je suis à fond dans des trucs, je me vois parler à ma soeur, je me dis ouais, c'est comme ça la vie, c'est comme si, mais que moi je fais rien. Je suis vraiment dans des modes où j'arrête totalement de la consommation de ce genre de choses pendant 1 semaine, 2 semaines. Et je me dis, tant que je n'ai pas fait ce truc que je veux faire, je ne recommence pas à consommer ça, parce que ça part dans de la procrastination intelligente où tu te dis que tu es en train de faire des trucs, tu te dis que tu es en train d'avancer, tu te dis que oui, je suis en train de grandir, etc., mais tu n'es pas en train de faire ce qui va vraiment te faire kiffer, ce qui va pas avoir un impact sur ton estime de soi parce que tu n'es pas en train de le faire. Donc ça aussi, c'est important. Vive les vidéos motivational, inspirational sur Instagram. Vive les citations de folie qui nous poussent à passer à l'action. Mais vraiment, ne nous contentons pas de juste les consommer. Si on est dans une boulimie de ça, arrêter, passer à l'action, et après on recommence à avoir
un rapport sain avec toutes ces doses de motivation qu'on consomme tous les jours. J'adore. On parle d'action. On va rester justement sur cette thématique. Toi, tu pars. Quel est ton premier pays et comment ça se passe? T'es dans quel état d'esprit pour, voilà, quand tu montes dans l'avion pour la première fois pour ce voyage-là, comment tu te sens? Waouh. Alors, on a dit qu'on dit tous en langue de bois sur une pause café avec Tia. Oui. Écoute, j'en ai un peu parlé sur Instagram, c'est pour ça que c'est pas bien grave. Enfin, ça me dérange pas d'en parler ici. Moi, quand je monte dans l'avion, du coup, pour mon premier pays qui est la République démocratique du Congo, je choisis volontairement un pays qui m'excite de malade. Ça veut dire que, comme je te disais tout à l'heure, bon, là, je te le disais plus par rapport au fait qu'on reconnaisse ou pas Africa, mais moi, en fait, les pays qui me... Rien que d'en parler, je commence à avoir des papillons dans le ventre et je me dis, aïe, je veux prendre l'avion et retourner. C'est vraiment les pays qui, de base, ne sont pas touristiques. C'est vraiment... Enfin, c'est pour ça que le Kenya m'a jamais vraiment attiré. J'y suis allée, j'ai kiffé, mais ça m'a jamais vraiment attiré. C'est pour ça que la Tanzanie m'a jamais vraiment attiré. J'y suis allée et j'ai kiffé. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment ces pays, genre par exemple le Soudan, j'ai pas encore été au Soudan, mais rien que d'en parler, j'ai des frissons parce que je sais que c'est pas un pays où les gens voyagent. Et en fait, quand tu vas dans des pays où les gens ne voyagent pas, le rapport que tu as avec les gens, Tia, c'est incroyable. Je dis pas, enfin, toi aussi t'es une voyageuse, donc je sais que tu sais. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est fou. Et moi, ça me nourrit. Et je dis souvent ça quand je parle avec des gens depuis que je suis rentrée. Je leur dis que moi, ce tour de l'Afrique, au final, en fait, j'ai retrouvé mon humanité. Je ne savais même pas que je l'avais perdue, mais j'ai retrouvé mon humanité parce qu'en fait, je pense que plus tu vas dans des modèles qui sont éloignés du système, c'est pas une question d'Occident, pas Occident, mais c'est le système occidental, c'est aujourd'hui le système qui se mondialise et qui peu à peu est en train d'arriver dans plein de pays, tu vois, même des pays d'Afrique aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu vas à Abidjan, tu vas à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire, t'as pas mal de parties où t'es en Côte d'Ivoire, t'es au Sénégal, but tu sens que il y a de l'occidental qui est arrivé. Tu vois ce que je veux dire en termes de mentalité, en termes de rapport. Et en fait, donc j'ai choisi vraiment la RDC parce que je voulais tout de suite être dans un pays où je sais que c'est pas possible que je kiffe pas, en fait. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais que c'est plus difficile de voyager là-bas, mais c'est pas possible que je kiffe pas parce que, c'est le cœur de l'Afrique. C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. C'est les sapeurs, c'est les gens qui font des blagues tout le temps, c'est la bonne nourriture. Enfin, je savais que j'allais kiffer. Donc, j'ai choisi de commencer par ce pays-là pour, commencer du bon pied, tout simplement. Je prends l'avion, je suis excitée. Évidemment, j'ai un peu peur, mais comme je t'ai dit, franchement, moi, 99% de ma peur à ce moment-là, c'est de me dire, est-ce que professionnellement, je vais y arriver? Mais j'ai pas cette peur de, je vais voyager seule, je suis une femme. J'ai pas cette peur de, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose, tu vois, au niveau sécurité, tout ça. Je te cache pas que ces peurs-là, je les ai pas en vrai, parce que voilà, il y a d'autres choses qui occupent mon esprit, on va dire. Je suis plus en mode, quand est-ce que j'aurai le temps de publier mes stories? Est-ce que j'aurai du réseau? Est-ce que je vais pas trop être sur mon téléphone à publier au lieu de vraiment vivre mon voyage? C'est plus ces trucs-là qui me font peur, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que une semaine après mon arrivée à Kinshasa, j'apprends une mauvaise nouvelle sur ma santé. Et le truc, c'est que j'ai dû gérer ça à distance parce qu'il y avait des médicaments que je devais prendre qui sont interdits en Côte d'Ivoire, au Congo, mais qui existaient en France. Donc, quelqu'un dû me l'envoyer. Enfin, et en fait, du coup, c'est-à-dire que ma première semaine, c'est le paradis, mais vraiment paradis, avec un P majuscule et un A majuscule et un R, jusqu'au S, c'est majuscule, et un point d'exclamation à la fin. Et à partir du 8e jour, c'est vraiment la descente aux enfers. D'ailleurs, je me souviens sur Instagram, le jour même, j'ai écrit petit problème technique, je reviens dans une semaine, un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai mis. Et du coup, t'es obligé de gérer ça. En fait, c'est tout ce truc parce que les gens, je venais de leur annoncer parce que j'avais pas dit sur Instagram que j'allais partir. C'est vraiment une fois que je suis arrivée au Congo, parce que justement avec cette crise sanitaire, je savais pas si j'allais, et puis le Premier ministre qui ferme les frontières, je savais pas si j'allais pouvoir partir et je voulais pas faire une annonce de fou et après finalement je fais une story, je suis restée bloquée à Roissy, tu vois. Donc j'ai vraiment annoncé aux gens
que mon truc là, mon 10 mois 10 pays, j'ai annoncé vraiment une fois que j'étais au Congo, tu vois. Donc eux, dans leur espace temporel, ça fait genre juste une semaine qu'ils sont au courant du truc et que il y a plein d'abonnés qui commencent à arriver. Enfin, eux, dans leur espace temporel, il y a une semaine, mais moi, dans mon espace temporel, il y a un an. Je remonte à un an. Je remonte au moment où j'appelle mon boss pour lui dire que l'année prochaine, je pars. Je remonte à tous ces mois où je suis restée derrière mon PC à organiser mon voyage, savoir ce que je dois acheter, comment je dois l'acheter, quel itinéraire, les visas. Moi, ça fait un an, en fait, que je suis en train de bosser sur ce truc-là. Et au bout du 8e jour, je suis en train de me questionner sur est-ce que je gère ici et je continue ou est-ce que je rentre? Parce que c'était vraiment, enfin, on en est vraiment arrivé là. Est-ce que je rentre, tu vois? Et donc voilà, en fait, le Congo, et c'est pour ça que je pense que c'est le seul pays de tous les pays, c'est le seul pays où je veux y retourner, pas parce que, pas uniquement parce que j'ai kiffé, etc. C'est que je veux y retourner parce que j'estime, tu connais mon expression à la vie que je mérite, j'estime que je mérite de vivre le Congo comme j'ai vécu mes 7 premiers jours au Congo, tu vois. Et aussi, enfin, maintenant, à travers ce podcast, on voit aussi un peu mon état d'esprit. Moi, c'est vrai que j'ai un automatisme quand il m'arrive des choses graves, c'est de chercher le cadeau. Et c'était quoi le cadeau là? Et en fait, je pense que les cadeaux qu'on trouve, c'est aussi des cadeaux qu'on se dit qu'ils existent. Et peut-être que c'était pas ça. Et peut-être que dans 2-3 ans, je vais me dire, mais c'était pas ça le cadeau, en fait. C'était ça, j'en sais rien. Mais en fait, rien que l'automatisme et le travail de se dire, je cherche le cadeau, rien que ça, c'est déjà, on est déjà dans le bon, en fait. On est déjà dans la pente ascendante, tu vois. Et en fait, moi, quand ça m'arrive, je suis vraiment au plus bas, je suis vraiment au plus mal, je perds énormément de kilos, je pleure tous les soirs, je suis pas bien du tout, heureusement. Vraiment, c'est là, vraiment, enfin, je pense vraiment que j'ai eu une bonne étoile du jour 1 au jour dernier de ce voyage-là. C'est que, genre, enfin, au Congo, je connais 1 ou 2 personnes, mais c'est des connaissances de loin. Mais par contre, il y a un moment où je fais un week-end et je rencontre des nouvelles personnes, bah, du coup, que je connaissais pas du tout. Et je me lie d'amitié avec une personne, du coup, que je connaissais pas du tout. Et c'est cette personne qui va m'accompagner pendant tout le truc. Alors que je connaissais pas, et on devient hyper proche. Enfin, cette amitié sort de nulle part, en fait. Je suis devenue plus proche de lui que certaines personnes que je connais depuis 10 ans. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment la magie du voyage. Et c'est vraiment, tu peux partager tout ce que tu veux sur Instagram. Tu peux passer des heures à parler de tes voyages et de tes expériences de voyage dans tes dîners d'amis. Tant que ces gens-là n'ont pas expérimenté ce truc-là, ils ne comprendront pas. Ce n'est pas possible. C'est irréel. C'est irréel. Les rencontres de voyage, tu vois, souvent, les gens me disent, ouais, est-ce que tu vas faire un livre et tout? Moi, franchement, je veux faire un livre juste sur les gens que j'ai rencontrés, indépendamment des pays, des trucs. C'est la puissance des rencontres de voyage, c'est incroyable. Encore plus en Afrique où, vraiment, le réseau, ça, c'est quelque chose, tu vois. Et donc, moi, le cadeau, enfin, quand je suis dans cette période un peu compliquée au Congo, le cadeau que je trouve, c'est que je me dis, peut-être que l'univers me dit que ce voyage va être compliqué. Et si t'arrives à traverser ce truc-là qui est hyper compliqué, enfin, de toute ma vie, j'ai jamais eu à traverser un truc comme ça. Si t'arrives à traverser ce truc-là, il y a rien qui pourra t'arrêter dans le reste de ta life, dans le reste du voyage et dans le reste de ta life. Genre, il y a rien. Parce que ce truc-là, genre, même en France, ça aurait été compliqué. Mais là, t'es pas en France. T'es loin. Tu connais personne. Tu connais pas le système. C'est pas la même monnaie. En plus, au Congo, oui, les gens parlent français, mais c'est comme au Sénégal, il y a une langue forte, c'est le Lingala. Au Sénégal, la langue forte, c'est le Wolof. Donc, même des fois, t'es dans des endroits, les gens, en plus, t'es noir. Donc, les gens, ils te parlent direct en Lingala. Tu dois expliquer que tu parles pas Lingala. Enfin, t'es vraiment dans un truc, enfin, et t'as encore ce truc latent, au fin fond de ton cerveau de, j'ai tout quitté, comment est-ce que je vais gagner ma vie? Enfin, il y a tout ce truc qui se mélange dans ta tête et ouais, et à chaque fois je me dis mais si ça j'ai réussi, tu sais, des fois là par exemple il y a des trucs que je veux faire en ce moment que je lance pas parce que peur, etc., et des fois je me dis mais si ça, genre ça t'as réussi à continuer, ça là c'est rien à côté, tu vois. Donc c'est le cadeau que je me suis trouvé. Peut-être que c'était pas ça, peut-être que je vais analyser ou processer différemment, mais pour l'instant pour moi c'est ça le cadeau que j'ai eu avec cette première expérience au Congo.
Non, mais tu vois, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, comme quoi, des fois, tu vas vivre un truc tellement dur que ce qui arrive après, ça te permet de relativiser très, très vite en disant, mais non, mais t'imagines que t'as vécu là, que t'as surmonté, il n'y a pas moyen que ça, tu le fasses pas, quoi. Et c'est exactement ça. Donc, ok, ça se passe comme ça. Juste pour savoir, comment t'as défini ton parcours pendant les 10 mois pendant lesquels tu étais censé partir? T'en as fait plus, mais c'était quoi l'idée principale de ton trajet? Merci pour cette question parce que je reçois tout le temps des messages. Mais t'as pas été au Gabon? Pourquoi? Mais t'as pas été au Mali? Pourquoi? Mais déjà, parce qu'il y a 54 pays sur votre continent, les gars. J'avais 10 mois. Vous n'allez pas faire un jour par pays, en fait. Alors, comme je t'ai dit initialement, mon tour, c'était vraiment un tour du monde de l'Afro World. Donc, mon idée vraiment initiale, c'était de commencer par les Antilles, avec Haïti. Ensuite, d'aller en Amérique latine et de finir en Afrique parce que j'avoue, moi je sais que je me sens super bien en Afrique. Donc du coup je me dis je finis avec ça et aussi le fait que voilà c'est un peu le chemin inverse de notre histoire, tu vois, c'est là où on est arrivé et par contre c'est là-bas que ça a commencé, donc c'est un peu le chemin inverse. C'est vraiment ça que je voulais faire. Haïti, Colombie, Brésil, ensuite arriver sur le continent africain. Comme tu le sais, pendant la crise sanitaire, les régulations dans les pays avec les compagnies aériennes, ça changeait pas tous les mois, ça changeait absolument toutes les semaines, voire tous les jours. Est-ce qu'on a besoin de test PCR, pas de test PCR? Est-ce qu'on a besoin de... Enfin bref, il y avait tellement de trucs tous les jours que moi, en fait, mon itinéraire et ma vision de ce que j'allais faire changeait aussi un peu, enfin changeait très régulièrement. Donc au départ, c'était ça, c'était Amérique latine, Afrique. Quel lapsus. Vous allez comprendre le lapsus. C'est que, entre-temps, il y a un de mes meilleurs potes qui demande en mariage une de mes meilleures potes, et ça tombe évidemment en plein dans mon trip. Et en plus, il me demande de les marier. Et donc, du coup, je sais que je vais devoir faire un aller-retour en France à un moment donné. Du coup, je dis, je change de truc. Et je dis que je commence par l'Afrique aussi parce que ils commençaient à fermer la Guadeloupe, la Martinique et tout, donc je savais que j'allais pas pouvoir commencer par là-bas. Donc je disais, je commence par l'Afrique. Ensuite, je vais en France pour ce mariage. Comme je serai en France, j'en profite pour enchaîner avec la Caraïbe et l'Amérique latine. Et après, je refinis en Afrique parce que de toute façon, je devrais être en France, donc je profite de ça, quoi. Entre-temps, je vois que la situation aux Antilles ne se règle pas du tout. La situation au Brésil, pareil, impossible d'aller au Brésil à 1 mois et demi de mon départ. Et donc là, je me dis, c'est pas grave, tu vas rester en Afrique. Et donc, du coup, sur le continent africain, comment j'ai fait mon itinéraire? Je voulais faire minimum, donc je savais que j'avais 10 pays, et je voulais faire minimum un pays des grosses zones africaines. Ça, c'était ma règle numéro 1. Ma règle numéro 2, c'est que je n'ai pas le droit, parce que je me connais, je n'ai pas le droit de faire un pays que j'ai déjà fait. Parce que en réalité, tu m'aurais revu au Rwanda, tu m'aurais revu en Côte d'Ivoire, tu m'aurais revu dans beaucoup de pays, tu vois. Et je me connais, je me suis dit, Sandy, tu n'as pas le droit. C'est pas possible, c'est mort. Donc, du coup, c'était, entre guillemets, assez simple. Je prends l'Afrique centrale. Ok, dans quel pays je vais aller en Afrique centrale? Congo, Cameroun, ça m'attire de ouf, c'est plié. Ensuite, je vais aller en Afrique de l'Est. Je sais que derrière, je vais sortir des guides, etc., etc. La Tanzanie, ça m'attire pas tant que ça, mais allez, c'est un incontournable. J'ajoute la Tanzanie. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est construit. En Afrique australe, je connais très très peu l'Afrique australe, donc j'ai appelé des amis qui voyagent pas mal en Afrique. Je leur ai dit, écoute, moi, Botswana, Namibie, il y a zéro différence. Tu me connais, qu'est-ce que j'ai le plus préféré? Et là, on me dit, mais Sandy, oublie le Botswana, oublie la Namibie, va au Mozambique. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça s'est créé. Et après, pour l'Afrique de l'Ouest, c'était moins compliqué dans le sens où la plupart des pays que j'ai fait, c'est des pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, du coup, ben voilà, c'était comme ça. Et initialement, le goal, c'était de faire 10 mois, 10 pays et de finir avec le Ghana. Parce que le Ghana, c'est le tout premier pays où je suis allée, où j'ai posé le pied en Afrique à mes 18 ans. Et en fait, je voulais finir avec le pays où tout a commencé. Donc, c'était le seul pays qui n'allait pas respecter la règle. Mais en même temps, c'était un peu... Ça respectait la règle parce que moi, j'y étais allée, mais je l'avais pas visité. J'étais restée dans le village pendant les 2 mois où j'étais au Ghana. Et en fait, mes parents allaient me rejoindre au Ghana, etc. Bon, entre-temps, l'histoire a fait que j'ai fini au Bénin, que je suis tombée amoureuse du Bénin
et que quand je suis arrivée au Bénin, je me suis dit, il est hors de question que mes parents ne voient pas le Bénin. Et donc, du coup, ils ont pas vu le Ghana. Et enfin bref, c'était vraiment, initialement, c'était vraiment ça pour répondre à ta question. C'était, je prends un pays, je prends un pays de chaque grosse zone du continent. Ok. Alors, l'Afrique, tu connaissais déjà, justement, et c'était ta mission de faire découvrir au monde ta vision de l'Afrique, la manière dont toi tu vois l'Afrique. Est-ce que, malgré le fait que tu connaisses l'Afrique, il y a eu des moments où tu t'as quand même pris des claques tellement tu t'es dit, waouh, ça je m'y attendais pas. Tous les mois. Ce que je disais à je sais plus quelle personne, c'est qu'en fait, plus je voyage en Afrique, plus je sillonne les villes d'Afrique, moins je connais l'Afrique. Mais tu vois, je te pose la question parce que des fois, on a l'impression de connaître un endroit et quelqu'un va dire, mais non, mais moi j'ai vécu ça, tu vas dire, ah bon, mais je connais. Et tu réalises que finalement tu connais pas. Donc, c'est savoir ton avis sur ça. C'est clairement ça. Et c'est drôle parce qu'en fait, dans le travail que je fais, je veux déconstruire l'image qu'on a de l'Afrique. Et donc, je vais déconstruire l'image qu'on a de l'Afrique à un certain niveau pour les gens qui, pour le coup, ne connaissent vraiment, beaucoup qui vraiment ne connaissent pas l'Afrique, certains n'ont jamais été en Afrique. Et en fait, dans mon travail de déconstruire l'Afrique pour les gens, moi-même, je déconstruis l'Afrique que je connais pour moi-même. C'est vraiment, il faut que je donne des exemples concrets, mais c'est vraiment des choses toutes bêtes. Ça va pas paraître insignifiant quand je vais en parler, mais ça a son impact. Moi, quand j'arrive en RDC, j'ai déjà visité plus de 6 ou 7 pays sur le continent. J'ai visité plus d'une trentaine de pays dans le monde et dans l'Afro-World, mais juste au continent africain, j'ai déjà fait 6 ou 7 pays. Pour moi, j'arrive, c'est une évidence que, comme dans tous les pays que j'ai fait, je vais me déplacer dans le plus grand des calmes. Mais parce que j'ai été en Afrique de l'Est, j'ai été en Afrique de l'Ouest, j'ai été en Afrique de l'Est au Kenya, j'ai été en Afrique de l'Ouest au Sénégal, en Côte d'Ivoire, j'ai été en Afrique australe avec l'Afrique du Sud. En Afrique, de toute façon, et je leur ai dit à qui aurait voulu l'entendre, en Afrique, tu te déplaces comme tu veux, n'importe où. Donc, si t'es en Afrique de l'Est, ce sera surtout les Uber, c'est super facile et c'est pas cher. Quand j'étais en Afrique du Sud, bon, maintenant il y a Uber en Afrique du Sud, mais moi, quand j'y étais, c'était 2012, donc on se déplaçait avec les espèces de minivan et tout le monde utilisait ça, c'était très simple. En Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup les mototaxis, ou les taxis tout court au Sénégal. Donc, c'était un fait. C'est-à-dire que j'aurais pu discuter, j'aurais pu avoir une discussion de 1 heure avec n'importe qui dans la rue en leur expliquant que en Afrique, c'est simple. Tu te déplaces comme tu veux partout. J'arrive en RDC, j'arrive à Kinshasa et on m'enlève cette première liberté. J'arrive à Kinshasa, je discute du coup avec des gens avec qui j'avais essayé de rentrer en contact un petit peu avant d'arriver, etc., etc. Je leur dis, ouais, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Et après, j'ai cette question d'une fille qui me dit, ok, mais attends, Sandy, du coup, tu vas y aller comment? Je prends le taxi, je sais pas, les motos, j'ai vu, il y a des motos chez vous et tout. Non, Sandy, tu vas pas faire ça. On fait pas ça ici. And I was like, pardon? Elle me dit, oui, ici, en plus, il y a 6 mois, il y a eu 6 mois, il y a eu des soucis de sécurité, etc. C'est-à-dire que même certains Congolais, même certains Quinois qui ont grandi, qui sont nés là-bas, je parle pas de ceux qui ont grandi en France, ne prenaient pas les taxis, ne prenaient pas les mototaxis. Et vraiment, j'ai passé un mois entier à dépendre des gens. Et ça, c'était ma première ligne. Franchement, ça, c'était horrible. Parce que vraiment, en plus, moi, on a tous nos valeurs importantes dans la vie. Moi, il y a la valeur liberté, elle est centrale dans ma vie. Et que ce premier truc, là, ça tombe là-dessus, ah ouais. Donc, en fait, c'est comme ça. Et là, c'est un truc purement logistique. Mais, c'est vraiment, il y a des choses beaucoup plus profondes quand je dis que, je me suis pris des claques et l'Afrique c'est pas comme ça. Quand j'arrive en Éthiopie, tu me demandais tout à l'heure comment j'ai fait mon itinéraire. Pour le coup, l'Éthiopie c'était pas du tout, pas du tout dans ma liste. Et c'est parce que en fait, Ethiopian Airlines aujourd'hui contrôle le marché et les lignes aériennes de l'Afrique de l'Est et même maintenant Afrique australe, okay. Afrique de l'Ouest. Ils sont vraiment, ils gèrent quoi. Et du coup, ça veut dire que tu ne peux pas te déplacer en Afrique de l'Est sans avoir besoin de passer un moment par l'Éthiopie. C'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je suis obligée d'aller dans leur pays, là. Quitte à y être, je vais faire 15 jours. Finalement, je suis restée 1 mois et demi parce que c'était incroyable. Mais, tu vois, j'arrive en Éthiopie, j'avais une image des Éthiopiens. Les Éthiopiens, physiquement, ne nous ressemblent pas.
t'arrives, tu te rends compte qu'en fait, c'est surtout ceux de la capitale et ceux du Nord, mais que quand tu vas dans le Sud, en fait, t'es avec des gens qui te ressemblent. Je me rappelle quand j'arrive, parce qu'on se déplace pas mal en avion en Éthiopie, c'est assez courant. Donc, je prenais l'avion, j'arrive dans une ville du sud de l'Éthiopie, je suis au téléphone avec ma sœur, et je lui dis, oh, attends, Émilie, attends, je viens d'arriver dans une ville là, il y a des Noirs. Elle me dit, mais Sandy, t'es en Éthiopie, il y a des Noirs partout. Je dis, non, mais là, c'est les Noirs comme nous. C'est vraiment les Noirs comme au Congo. Tu découvres trop de choses, en fait. Tu te rends compte que le rapport à l'identité est complètement différent. Nous, en Occident, peut-être qu'on a nos identités par rapport aux villes ou par rapport au quartier d'où on vient. Là-bas, c'est vraiment, le caractère, entre guillemets, genre l'ethnie, etc., c'est super central dans plein de pays. Et c'est vraiment, par exemple, je sais pas, en Côte d'Ivoire, tu vas voir quelqu'un, elle, c'est une BT, c'est sûr que c'est une BT, ou tu es au Cameroun, lui, c'est un Bamileke, c'est obligé. Enfin, il y a plein de choses que, en fait, c'est un rapport à la vie, à qui on est, aux gens qu'on voit, qui est tellement différent. Et que t'apprends au fur et à mesure. J'avais jamais été en Afrique lusophone. J'arrive au Mozambique, je découvre une toute autre Afrique, alors que moi, du haut de ma capitale et de mon cercle afro-parisien, on est tout le temps là à faire des débats entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, mais t'inquiète pas que les lusophones, pendant ce temps, ils font leur petit bout de chemin, tu vois. Donc, il y a tous ces trucs-là que je découvre et où je me dis, vraiment, je ne connais pas l'Afrique. Et là, tu vois, j'ai fait 16 mois sur le continent et il y a franchement, tu vois, j'ai réussi à faire à peu près toutes les régions. J'ai pas été en Afrique du Nord parce que c'est une manière d'aborder mon travail d'une manière radicalement différente et j'avais pas l'énergie pour. Mais tu vois, même la partie au-dessus de l'Éthiopie, tout ce qui est Soudan, Somalie, etc., tout ça aussi, c'est une Afrique qui est complètement différente. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Pour répondre à ta question, le truc vraiment je trouve intéressant, c'est ce truc de, je veux désinvisibiliser l'Afrique. Je veux déconstruire la manière dont on voit l'Afrique. Et en même temps, moi, vraiment, je le fais aussi à travers mon travail. Comme je suis en train de l'intégrer, je vais pas forcément le partager tout de suite parce que moi-même, je suis en train de l'intégrer. Mais au fur et à mesure, c'est des choses qui vont être, partagées et transmises aussi dans ce que je fais et dans ce que je partage. Moi, je voudrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de voyager autant que nous. Vraiment, moi, mon conseil, c'est gardez vos yeux d'enfant. Carrément. Parce que l'enfant a cette faculté de tout prendre de manière nouvelle. Et pour moi, c'est une force. C'est vrai tu le dis très bien, nous, on a notre vision occidentale de plein de pays, de plein de cultures, et on a l'impression de tout savoir sur tout le monde. Et en vrai, on arrive quelque part et qu'on met de côté notre ego et qu'on se laisse juste porter par vraiment le pays, la culture et les gens surtout les gens, on réalise qu'on savait rien. Mais la beauté, c'est que même si on savait rien, on apprend et on découvre la majeure partie du temps des choses tellement incroyables que ça, on peut y arriver uniquement si on arrive à baisser la garde et puis surtout prendre le recul en se disant « je ne sais pas tout, ce n'est pas chez moi » et avec respect et surtout bienveillance, j'apprends de l'autre. J'apprends de l'autre parce que lui va me montrer c'est quoi vraiment sa culture et parce que je vois dans le journal télévisé, c'est quoi les rites et coutumes, les us et coutumes, c'est voilà les choses à faire, les choses à ne pas faire, mais mettre de côté ce côté occidental où on sait tout sur tout et vraiment y aller avec beaucoup d'humilité et je pense qu'on arrive comme ça à faire des voyages parfait résumé, franchement, je n'aurais pas dit mieux. C'est clairement ça en fait. Quel a été ton plus beau souvenir? Je sais que ça va être... Allez, t'as le droit à 3, 4, 5. Allez, vas-y. Les trucs où tu t'es dit, ça va me marquer à vie. Je sais jamais répondre à cette question. Ok, peut-être que c'est pas mes plus beaux souvenirs, mais on va dire que c'est les souvenirs qui me viennent là pendant que je te parle. Après, par exemple, ça peut être soit un monument, la nourriture. Non, vraiment, je vais en fait, vraiment, je pense pas que ce sera mes plus beaux souvenirs, mais c'est vraiment, là, pendant que je te parle, des trucs qui me reviennent et qui me reviennent parfois quand je suis là. Et des fois, c'est pas un truc précis, c'est juste comment je me suis sentie, tu vois. Le truc que j'ai plus kiffé en numéro 1, c'est de faire découvrir le Bénin à mes parents. J'explique pourquoi. Mes parents, la première fois qu'ils vont en Afrique, alors, faut savoir que c'est mon père qui a vraiment fait que j'ai ce rapport avec l'Afrique, parce qu'il nous a toujours dit quand il revenait du continent africain, et voilà, à un moment donné, j'ai décidé d'y aller, mais lui,
n'avaient jamais été en Afrique. Quand mes parents vont en Afrique, c'est un mois et demi avant le confinement. C'est-à-dire que, tu te rappelles, un mois et demi avant le confinement, on regardait l'Asie de loin, on savait que ça allait jamais nous arriver. Même quand Macron annonce le truc, enfin moi je me suis dit mais c'est un prank ou quoi, enfin je veux dire depuis quand genre c'est quoi leur truc et c'est quoi leur problème à ces gens dans la télé. Enfin mes parents vont au Sénégal, mes parents kiffent le Sénégal, mais moi je kiffe pas la manière dont ils ont vu le Sénégal parce que moi à ce moment-là je suis en train de gérer Abn Africa, j'ai encore mon job à côté, j'ai pas du tout le temps d'organiser quoi que ce soit pour leur voyage, donc je suis heureuse qu'ils vont au Sénégal, mais par contre je leur dis passez par un opérateur, ils vont sur un opérateur type lastminute.com, voyage organisé, mais juste pour eux quoi, ils étaient juste avec un autre coup, enfin c'était pas un truc en groupe et tout, mais la manière, enfin le Sénégal qu'ils ont vu n'est pas le Sénégal que moi j'ai vu, c'est-à-dire que ils vont beaucoup dans les villages, ils vont beaucoup distribuer des cahiers aux enfants. Ils rentrent du Sénégal en me disant, oh là là, Sandy, vraiment, c'était bien, mais qu'est-ce que c'est pauvre en Afrique. Évidemment qu'il y a la pauvreté en Afrique, mais moi, quand je rentre des pays, c'est pas ça que je me dis, donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Et je comprends qu'ils ont pas été au musée. Attends, ils n'ont pas été au monument de la Renaissance africaine. Qui, aujourd'hui, va au Sénégal sans aller au monument de la... Parce que c'était pas prévu dans le planning. Et c'est pour ça que, moi, quand je parle de passer par des entreprises black-owned, etc., précisément dans le tourisme, c'est pas juste parce que, voilà, pouvoir économique, non, etc. C'est aussi parce que la vision qu'on a et le rapport qu'on a avec le continent sera, quoi qu'il en soit, différent que la vision occidentale. Et en fait, leur vision, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, c'est normal. On est des communautés différentes, donc on a des visions différentes. Il n'y a pas de souci, en fait. Eux vont voir ce qu'ils veulent voir. Mais aujourd'hui, le fait de passer par le fait de passer, en fait, quand tu passes, tu fais qu'une entreprise prospère. Le fait de passer de plus en plus par des entreprises black-owned dans ce milieu-là, ça apporte aussi une diversité au monde. Ça apporte aussi une diversité au marché. C'est-à-dire que même aujourd'hui, des personnes qui sont pas noires vont kiffer passer par ces agences-là parce que il y aura une vision différente du tourisme, tu vois. Bref, j'arrête de m'égarer et je reviens à la question. Ils voient le Sénégal différemment de moi, comment j'ai vu le Sénégal. Ils voient pas les beaux endroits, ils vont pas sur la corniche de Dakar, tu vois cette fameuse route où tu vois la mer à perte de vue, tu vois la magnifique mosquée de la divinité, tu vois l'hôtel Radisson, l'hôtel Ruby, enfin le Dakar que des Dakarois expérimentent for real. Je veux dire, évidemment qu'il y a aussi des Français parfois dans ces endroits-là, mais il y a beaucoup de Sénégalais en fait, tu vois, donc c'est pas c'est vraiment un endroit que les Sénégalais connaissent et expérimentent every day. Donc, ils voient un Sénégal, mais pas le Sénégal que je veux. À un moment donné, ma mère, coup de tête, elle m'appelle, Sandy, on débarque à Zanzibar dans 2 jours. Ok maman. Et du coup, ils vont à Zanzibar, et manque de peau dans mes 10 pays. Zanzibar, c'est le seul endroit qui est très très touristique en Afrique. Et en fait, qui dit endroit touristique dit gap entre les touristes et les locaux très important. Et du coup, une fois de plus, voyage de ouf. Enfin, si tu regardes nos photos et nos vidéos de quand on était à Zanzibar, on a vécu notre best life. Mais encore en termes de comment est-ce qu'on voit l'Afrique. Il y a encore ce truc de nous on rentre dormir dans nos beaux hôtels et quand on sort de notre chambre climatisée super propre et super design, en face de nous on voit des gens qui sont en train d'essayer de vendre des bibelots pour essayer de survivre, etc., et ça me fatigue. Et Zanzibar n'est pas que ça évidemment, mais en tant que touriste, voilà, nous on se déplace dans nos des fois on prenait les bus locaux, mais il y a des endroits où on était obligé de prendre des espèces de taxis privés blancs climatisés. Enfin, il y a trop de gap entre nous, notre expérience du pays et l'expérience des locaux. Et ça m'a saoulée. Je me dis, mais comme par hasard, ma mère, elle pouvait pas avoir un coup de tête 2 mois plus tôt ou 2 mois plus tard. Comme par hasard, c'est à ce moment-là et donc moi, c'est vraiment ça, pour ça que, quand j'arrive au Bénin, je dis, mais vraiment, mes parents vont venir au Bénin parce que, c'est bon. Mes parents vont venir au Bénin parce que bon, déjà c'est un pays francophone et je voulais aussi être dans un endroit où je n'avais pas à traduire à chaque fois. Ma mère comprend l'anglais, mon père un peu moins, donc je voulais que eux ils aient leur rapport direct avec les gens. Et aussi parce que quand tu arrives au Bénin, enfin pour moi le Bénin aujourd'hui réunit tout ce que je veux que l'Afrique soit et tout ce que je veux que les gens voient de l'Afrique, dans le sens où Cotonou, pour moi, c'est une capitale qui est moderne. Cotonou, c'est pas Abidjan. Cotonou, c'est pas Dakar. Y a pas de problème. Mais, t'as des plages qui sont propres.
ce qui est pas du tout le cas, par exemple, d'un pays qui est hyper à la mode, qui est le Ghana. Enfin, t'as des plages qui sont propres à Cotonou. T'as un tourisme qui va exploser dans quelques années, mais littéralement exploser. T'as des constructions partout. Ils font ça silencieusement là, mais le jour où le Bénin va commencer t'as vu, il y a la nouvelle statue de l'Amazon qui est arrivée, etc. Bref, il y a tout ça. Et pourquoi je dis que c'est vraiment, je veux que ça soit, c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'Afrique, c'est aujourd'hui le Bénin grandit en étant aligné avec qui il est. C'est-à-dire que moi, quand je vais à Poso Tomé, quand je vais à Ouida, quand je vais j'ai Woman King dans la tête, donc j'ai oublié. Quand je vais au royaume de Dahomey, etc. Les guides qui sont là-bas me parlent de leur culture, me parlent de leur spiritualité, me parlent du vaudou sans complexe, sans essayer de faire plaisir à qui que ce soit. Okay. À chaque fois, il n'y a pas une ville où ils me disent, bon, les Occidentaux, ils ont appelé cette ville comme ça parce que eux-mêmes là, ils savent pas prononcer. Mais le vrai nom, c'est pas Ouida, c'est Tan. Ganvier, le vrai nom, c'est pas Ganvier, c'est ça. Tu vois ou pas? Et je me dis, en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on soit, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai, enfin, c'est vraiment le truc, enfin, ma réussite de ces 16 mois, 16 pays, c'est qu'à un moment donné, j'ai réussi enfin à montrer à l'Afrique, à mes parents, l'Afrique que je connais, l'Afrique que je vois dans plein de pays, et c'est dans ce pays-là que c'était pour moi plus facile de leur montrer, parce qu'en plus du fait que tous les arguments que je t'ai donnés, il y a aussi le fait que c'est assez facile de se déplacer au Bénin, c'est très, enfin, au niveau sécurité, c'est un des pays les plus safe du continent selon moi. Donc il y a eu, tu vois, parce que par exemple le Mozambique aussi ils auraient kiffé, mais on parle portugais. Tu vois, il y a d'autres pays qu'ils auraient kiffé, mais il y a toujours un petit truc qui fait que ça aurait été moins compliqué, enfin plus compliqué pour eux. Pour moi là, le Bénin c'était parfait. Donc voilà. Bon, j'avais dit qu'on avait dit qu'on allait donner 5, mais je pense que celui-là au final il est suffisant. Qu'est-ce que tu as appris de toi que tu ne savais pas? Je pense que la première chose que j'ai appris, on en a plus ou moins parlé, c'est enfin, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai appris de moi, j'ai appris de ce que je suis, c'est la résilience que j'ai face à certaines épreuves. Je pense que si on m'en avait parlé avant et qu'on m'avait dit que j'allais pouvoir m'en sortir, j'aurais ri parce que j'aurais dit non, c'est beaucoup, that's too much for me. Donc il y a ça, il y a, en fait, je sais pas dire ce que j'ai appris, mais je sais dire comment ce voyage m'a transformée, dans le sens où avant de partir, j'avais déjà un certain niveau de je m'en foutisme dans la vie, dans le sens où je trouve que les êtres humains se prennent trop la tête sur trop de choses. Je trouve qu'en vrai la vie c'est simple et c'est nous qui la rendons compliquée. Et je pense que c'est pour ça que en étant dans cet état d'esprit, à un moment tu te dis ok, je quitte tout et je pars faire le tour d'Afrique en solo. Et en fait, ayant vécu certaines choses au titre personnel, mais aussi ayant vu certaines choses, parce que il faut pas, enfin, moi je montre l'Afrique telle que je la vois. Donc c'est pas l'Afrique telle qu'elle est au final, c'est l'Afrique telle que moi je la vois. Mais évidemment que des fois tu vois des choses où tu te dis, tu te dis que toi, enfin je me dis que moi en tant qu'enfant, j'ai été privilégiée de malade par rapport à certains enfants que j'ai vus là-bas. Donc par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai vu, mon niveau de je m'en foutisme a explosé. Je pense qu'il est même dangereusement très grand, dans le sens où il y a vraiment rien que je fais que j'ai pas envie de faire. Il y a pas de gens, enfin, qui, aujourd'hui, si tu me proposes un dev, ou si tu me proposes, par exemple, de participer à un podcast, ou si tu me proposes de faire ci ou de faire ça, en fait, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et je pense que ça a l'air très simple, la manière dont c'est dit, mais ça change la vie de manière incroyable. Quand je vivais encore à Paris, j'avais au-dessus de mon bureau, en fait, moi, je suis très citation, et j'avais au-dessus de mon bureau mes 20 citations qui me touchent le plus dans ma vie. Et il y a une phrase, c'est pas vraiment une citation, il y a une phrase qui dit it's amazing, non, it's like, c'est incroyable à quel point la vie est donc c'était en anglais. C'était it's amazing how incredible life can be when you stop accepting shit you hate. C'est incroyable comme la vie peut être magnifique à partir du moment où tu arrêtes d'accepter les trucs que tu kiffes pas. Et en fait, c'est vraiment aussi ce truc how you do anything is how you do everything. Ce déj que tes collègues te proposent alors que tu supportes pas tes collègues, mais tu te dis allez, c'est juste un déj et puis c'est mieux que de manger toute seule, etc.
et que du coup tu fais ça. Tous ces petits trucs où c'est tout bête, le matin tu te réveilles et t'as pas envie de faire ta séance de sport et tu dis bon, c'est pas une séance qui va changer les choses. Enfin, ces petits trucs-là, en vrai, ça modélise ton cerveau et ça te met dans un mindset où quand il y a des grosses échéances, quand t'as des gros trucs à faire, ben en fait ces trucs-là aussi tu vas les reporter, ces trucs-là aussi tu vas dire que c'est pas grave, ces trucs-là aussi tu vas être moins ambitieux, etc., etc. Et ouais, voilà, franchement, c'est ça. Après, je vais pas te cacher, enfin, aujourd'hui, je suis encore même si c'est vrai que ça fait déjà 3 mois que je suis en Guadeloupe, je suis encore dans la phase, peut-être que ça dure plus ou moins longtemps selon les gens, mais au début, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et à un moment, je suis tombée sur un article sur Internet, mais vraiment complètement par hasard, et j'ai compris ce qui m'arrivait. C'est que je suis dans un état d'esprit extrêmement, pas morose, mais extrêmement, ouais, genre très plat, dans le sens où il y a peu de choses qui provoquent des émotions chez moi, négatives ou positives. Et je me dis, mais c'est bizarre, j'ai tout ce que je veux, je suis enfin rentrée de ce voyage, je peux enfin me reposer, je suis enfin bien, etc., etc. Pourquoi est-ce que je suis pas heureuse, heureuse comme jamais? Je comprends pas, en fait. Et c'est vraiment, enfin, je dis, enfin, c'est vraiment, une fois que je suis tombée sur cet article par hasard, où je me suis dit, mais évidemment, Sandy, ça fait 16 mois que toi et ton cerveau, chaque jour, pendant 16 mois, t'as fait des trucs de malade. Que ça soit négatif ou positif, ton cerveau, il a été entraîné pendant 16 mois à gérer des situations incroyables, qu'elles soient positives ou négatives. Même pendant les moments où je faisais des pauses, j'ai fait une pause de 15 jours quand j'étais au Bénin, j'ai fait une pause de 1 semaine, 10 jours quand j'étais au Cameroun. Même les moments où j'étais pas en mode sur mes motos à aller de ville en ville, comme j'étais dans un environnement que je ne connaissais pas, j'étais tout le temps en train tout le temps dans la nouveauté, tout le temps dans la difficulté. C'est tout bête. Mais quand j'arrive au Cameroun, j'ai pas internet, il faut que je fasse ma carte SIM. Ben, c'est sortir pour la première fois dans les rues du Cameroun avec mon téléphone à la main. Est-ce que ici, c'est possible ou pas? Est-ce que ici, il faut faire attention? Quand t'arrives, que les mecs, t'as 36 mecs qui te sautent dessus en te disant, prends ma carte, prends ma carte. C'est un truc tout bête. C'est juste prendre une carte SIM en vrai, tu vois. Mais, c'est un truc super simple, mais c'est dire que quand j'arrive au Togo, c'est pareil, je reste que 3 jours, mais, et en fait, c'est ce truc de chaque jour, j'étais dans dans un niveau d'adrénaline, qui envoyait des trucs à mon cerveau, et là, du jour au lendemain, il y a rien qui est compliqué dans ma vie. Là, tu vois, ces 3 derniers mois, je crois, le dilemme le plus important, c'est est-ce que je prends un bokeh de morue ou un bokeh de thon? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que pendant 16 mois, tous les jours, c'est est-ce que je reste dans cet hôtel? Est-ce que je vais dans un autre hôtel? Est-ce que cet hôtel est assez propre? Est-ce que j'ai les moyens de me prendre cet hôtel? Est-ce que je fais cette activité ou pas? Est-ce que je publie ce truc ou pas? Est-ce que j'aurai le temps de faire ça ou pas? Est-ce que j'aime ce pays ou pas? Et quand je suis dans des pays où je sais quoi, peut-être me reconnaître, il y a tous ces trucs-là, tu vois? Et là, du jour au lendemain, il y a tout ça qui s'arrête. Et là, je suis encore dans ce truc de processer mon retour. J'ai accepté le fait que ça fait déjà 3 mois et que c'est toujours pas passé. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ouais, je suis encore dans ce truc-là, en fait. Challenge, en fait, c'est de réussir à retrouver les petits, le bonheur dans les petites choses de la vie. Mais c'est pas évident. J'en parle, j'en ai parlé régulièrement sur Instagram ces derniers temps, parce que, alors moi, contrairement à toi, je suis dans cette phase où j'ai réalisé depuis quelque temps que j'arrive à m'émerveiller de plein de petites choses. Tu vois, c'était hier, avant-hier, parce que j'ai passé la nuit dans l'avion, donc avant-hier, je me suis et vraiment j'ai eu une journée mais avec le smile, juste parce qu'une petite fille a dit je voudrais une crêpe à la nature. Mais ce truc là a fait ma journée. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, j'aurais été blasée, j'aurais souri, mais tu sais, j'aurais été blasée. Là, vraiment, ça a fait la journée en mode, mais c'était tellement mignon. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive, c'est encore ce truc, c'est de retrouver son regard d'enfant sur la vie. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait partir en Afrique, mais qui ne l'a jamais fait et qui sait pas par où commencer, qui sait pas où aller? C'est quoi, toi, tes conseils de base? Alors, mes conseils de base, j'en ai tellement, je vais essayer de me canaliser. Premier conseil de base, il y a beaucoup de pays qui vont nous attirer, mais où vous n'allez pas forcément parler la langue, et vraiment l'expérience est différente quand vous ne maîtrisez pas un minimum la langue.
Donc, si par exemple on n'est que francophone, moi je conseille vraiment de commencer par un pays où on parle français en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, tu vois, s'il y avait peu de pays francophones stylés, je t'aurais dit c'est pas grave, écoute, va dans les pays anglophones. Mais là, on a le Bénin, on a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire. Il y a vraiment pas mal de pays où c'est bien, tu vois, et où ça montre vraiment une image de l'Afrique. Donc, première chose, regardez par rapport à la langue que vous parlez, pour pouvoir vraiment connecter avec les gens, vraiment avoir une bonne expérience. Après, si vous parlez toutes les langues, faites comme moi et allez dans tous les pays, tu vois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait toujours, vous voyez des gens partir dans plein de pays, vous voyez ce qu'on vous montre sur Instagram, n'hésitez pas à essayer de trouver des gens qui ont été dans ces pays-là et de voir ce qu'ils ont aimé, pas aimé, parce que moi, tu vois, même moi, sur Instagram, il y a plein de gens, après que j'ai été au Cameroun, il y a plein de gens qui veulent aller au Cameroun, mais bon, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas si évident que ça de voyager au Cameroun. Donc, moi, forcément et même des fois, je trouve que je le montrais pas mal dans mes stories et tout, mais moi, forcément, qu'une fois que je fais mon montage vidéo et qu'il doit durer qu'une minute, parce que si ça dure plus qu'une minute, ça marche pas, etc., etc., évidemment que je vais pas te montrer tout, comment j'ai galéré pour arriver à tel endroit. Mais à vidéo égale, une vidéo incroyable du Mozambique et une vidéo incroyable du Cameroun, tu peux être sûr que j'ai beaucoup plus galéré pour arriver là où je suis arrivée au Cameroun, alors que le Mozambique, c'est beaucoup plus chill, peace, facile, tu vois. Donc, il y a ce truc de ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez dans les vidéos Instagram, YouTube. Posez-vous la question, essayez de rentrer en contact avec des gens qui ont été dans ces pays-là, essayez de suivre sur Instagram des comptes spécialisés pour chaque pays de l'Afro-World. T'as des comptes qui sont spécialisés sur le Sénégal, t'as des comptes qui sont spécialisés sur le Rwanda, sur l'Ouganda, sur je sais pas, le Congo, etc., etc. Et regardez ça avant de prendre votre décision. Après, moi, je dirais, ok, non, on est dans le cas où la personne n'a jamais été en Afrique, donc c'est plus simple. Ok, dans le cas où la personne n'a jamais été en Afrique, ouais. Oui, choisissez vraiment des pays simples, faciles, peace, où c'est facile de circuler. N'allez pas, pour moi, à moins que vous soyez camerounais ou congolais ou que vous ayez des origines dans ce pays et que du coup vous ayez un minimum de contact ou un minimum de famille, même si vous n'êtes pas proche de cette famille. Pour moi, pour un premier voyage en Afrique, je conseille pas tout de suite d'aller au Cameroun, je conseille pas d'aller tout de suite au Congo Kinshasa, je conseille pas tout de suite d'aller en Sierra Leone, au Libéria. Il y a vraiment des pays, pour moi, c'est pas par ces pays-là qu'on commence quand on n'a jamais été sur le continent africain, parce qu'il faut avoir un minimum d'expérience, de contact, d'expérience du voyage, etc. Sauf si vous êtes pété de thunes. Et si vous êtes pété de thunes et que vous voulez absolument aller en Sierra Leone, au Cameroun, au Congo, il n'y a pas de souci parce que vous pourrez vous payer les services d'un chauffeur privé et vous serez tout le temps dans votre voiture climatisée avec un guide à côté qui vous dira où aller, quand sortir, que faire, etc. Et là, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes comme le commun des mortels pour l'instant, commencez par des pays simples. Donc les pays simples, c'est ceux que j'ai dit là, par exemple, pendant les pays francophones. Côté Afrique de l'Est, c'est le Rwanda, c'est le Kenya, c'est l'Ouganda, c'est le Mozambique, c'est simple, mais c'est lusophone, donc c'est un peu. Et puis je trouve c'est différent, mais oui, le Mozambique c'est aussi un pays simple. Toute l'Afrique australe aussi, elle est assez simple, le Botswana, la Namibie. Donc voilà, choisir un pays simple, ce serait mon troisième conseil. Ok. Une femme qui voyage seule, les conseils que tu lui donnerais et des pays où vraiment en tant que femme seule, il y a aucun risque. Ouais, même s'il y en a jamais aucun. Franchement, il y en a aucun. Vraiment, il y a aucun risque pour moi de voyager en tant que femme seule. Il y a aucun pays où il y a aucun risque, au même titre que tu vois, moi là dans 4 jours je prends l'avion, je rentre à Paris, il y a aucun risque il y a pas aucun risque que je me fasse agresser un soir à Châtelet ou peut-être même un soir dans le 16e, tu vois. Donc en tant que femme seule, vraiment de toute façon, on est des femmes, on sait. On est en sécurité voilà. Je vois pas dans quel contexte on est parfaitement en sécurité, et moi je le dis souvent que c'est très étrange, mais je me suis beaucoup plus sentie en sécurité en circulant sur le continent africain, parce que souvent je sais pas, il y a ce truc de protection qui s'installe un peu, surtout quand les gens savent que tu voyages seul et que tu viens d'ailleurs. Il y a ce truc de
de protection qui se fait très rapidement avec même des gens que tu connais depuis 2 minutes. Donc voilà. Après, évidemment, il y a des pays où les hommes sont plus insistants que d'autres, mais en tout cas, moi, je parle uniquement pour mon expérience. À part en Éthiopie où il y a eu 2 fois où j'ai eu des scènes pas stylées, moment en boîte, enfin bref, j'ai eu 2 expériences malheureuses, on va dire, en Éthiopie, mais après dans les autres pays, ouais, au Cameroun ils sont très insistants, en Zambie ils sont pas insistants du tout, au Rwanda ils sont pas insistants du tout, en Afrique de l'Est et en Afrique australe de général, je trouve qu'ils sont assez chill. Donc en Afrique de l'Est, du coup, j'enlève l'Éthiopie. Ils sont un peu, voilà. Après, t'as dans d'autres pays où ils ont la bouche, comme on dit. Mais après, moi, ils sont jamais passés à l'élection. Enfin, il y a jamais eu de trucs graves qui me sont arrivés. C'est juste que des fois, c'est chiant. T'es là, tu marches. En plus, des fois, t'es accompagné. Et puis, ils font quand même leur truc, quoi. Ils sont là, beauté, etc., etc. Mais ça n'a jamais été jusqu'à quelque chose de physique ou d'agressant ou il y a pas eu de contact, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu Oui, sais je le sais déjà où tu iras vivre en depuis Afrique? depuis cette fameuse semaine et demie où mes parents sont venus me rejoindre au Bénin. Et à un moment, j'étais assise sur le toit, Ouais. sur un rooftop très connu qui s'appelle le Home à Cotonou. C'est vraiment the place to be tous les jeudis soirs. Il y a un concert live, etc., etc. Et j'étais assise. Je me rends compte qu'il me reste plus que 2 pays. Il me restait la Sierra Leone, du coup, et l'Ouganda. À ce moment-là, j'avais pas communiqué sur Insta, mais bon, moi, je le savais. Et en fait, je me dis, mais attends, si ça, il te reste plus que 2 pays, à un moment donné, c'est prendre une décision, en fait. Et en fait, j'étais assise, et je me suis dit, franchement, t'as passé la meilleure année de ta vie, mais t'as aussi passé l'année la plus compliquée de ta vie. Et je sais que dès le départ, j'avais certains pays en tête. Et surtout, dès le départ, il y avait des pays où c'était hors de question, Tia, que j'aille dans ces pays-là. Hors de question. Ok. C'était même pas dans ma liste, en fait. En fait, mes potes, même, enfin, maintenant, j'ai dit à certains potes où j'allais, ils sont choqués. Bref. Et donc, j'étais assise là sur ce toit, dans ce rooftop, et c'est venu vraiment extrêmement naturellement. Je me suis dit, mais c'est évident que je vais aller là, parce que j'ai assez struggle, en fait. J'ai assez struggle pendant 10 mois. Et ce pays, je vais l'annoncer en janvier sur les réseaux. C'est un peu drôle parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai dit que j'allais annoncer mon truc. Et là, je t'ai dit, bon, je peux pas le dire, mais je vais l'annoncer sur les réseaux. Et voilà, ce pays, c'est vraiment un pays, pour moi, c'était hors de question que je m'installe dans ce pays-là pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de gens qui vont là-bas et moi, je suis un peu, tout le temps la meuf un peu outsider, qui aime pas faire comme les autres, donc jamais je vais m'installer là-bas. Parce que, bref, il y a plein de raisons qui faisaient que je voulais pas aller. Et ce qui est super drôle, c'est que les raisons pour lesquelles je ne voulais pas aller dans ce pays-là sont exactement les raisons pour lesquelles j'y vais. Parce que j'ai besoin d'un confort, parce que c'est une nouvelle aventure et que je sors d'une grosse aventure et que, en fait, à partir du moment où tu quittes un Ouais. pays, moi, mon pays, en vrai, celui où j'ai grandi, mais là où j'ai mes repères, c'est la banlieue parisienne. À partir du moment où tu quittes un endroit que tu connais, t'es déjà dans l'inconnu, t'es déjà dans la difficulté. Donc, j'allais pas aller chercher encore plus de difficultés. Et en fait, je suis très, très contente de mon choix. Et il y a aussi le fait que tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que ce voyage m'a appris. Il y a un truc très, très important que ce voyage m'a appris, c'était ma mobilité dans mes, je sais pas, peut-être 70 prochaines années. C'est que j'avais cette petite pression de savoir où je voulais m'installer. Parce que dans ma tête, c'est évident que là où je m'installe, c'est là où je vais faire ma vie, mes enfants, les vieux jours, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, qui a dit ça? En plus, quand on regarde l'origine du monde, en réalité, on a été, je sais plus c'est quoi le terme, on a été, j'ai oublié le terme, l'opposé de sédentaire, mais on a été, tu vois, comme le peuple Peul, qui est un peuple, bref, les gens qui migrent tout le temps, qui vont qui changent tout le temps de camp, qui déconstruisent leur village pour le construire autre part, etc. On a été des peuples mobiles avant de se dire, ok, je me pose quelque part et je reste ici toute ma vie, tu vois. Et c'est avec ce voyage que j'ai réalisé que, en fait, moi, je me vois pas du tout dans mon futur m'installer quelque part et rester for life. Je sais que le pays où je vais m'installer là en janvier, je sais que je ferai peut-être
3, 4 ans maximum. Et le pays d'après, peut-être que c'est dans ce pays-là que j'aurai mes premiers enfants. Bah, peut-être que dans ce pays-là, je vais faire 6, 7 ans. Et après, j'irai ailleurs, tu vois. Mais je ne conçois pas du tout ma vie en étant posée quelque part. Je pense moi, j'ai un rapport très fort avec, les pays, les endroits où je vais. Je pense qu'il y a des choses à prendre dans des environnements, dans des espaces. Et une fois que ça a été pris, consommé, partagé, échangé, en fait, tu vas voir ailleurs, comment c'est, tu vois. Et il y a ce truc-là aussi dans le choix de ce pays, parce que voilà, les raisons pour lesquelles je voulais pas aller, restent encore des choses qui m'attirent pas forcément. Mais comme je sais que de toute façon, c'est pas là que je vais faire toute ma life, ça me pose pas de problème. Donc vous avez bien compris qu'on aura un nouvel épisode avec Sandy. Quel projet pour les mois qui viennent? Pour les mois qui viennent, je suis sur il y a 2-3 choses que j'aimerais lancer. Il y a un événement que j'aimerais faire. Je suis en train de bosser dessus et en train de voir si c'est possible que je le fasse avant de m'installer sur le continent. Il y a les guides que je vais sortir. Je voulais en sortir plein d'un coup. Au final, je me rends compte que ça prend tellement de travail, tellement de temps, tellement de vérification d'informations qu'au final, je vais en sortir ce sera mon petit défi de 2023 où en fait, je vais sortir un guide chaque mois et chaque mois, on va décider de quel guide je sors, etc., etc. Il y a ce qui occupe vraiment mon esprit, pour être honnête avec toi, c'est vraiment quand je vais m'installer dans mon futur pays, parce que j'ai fait le calcul avec une copine et on s'est rendu compte que en fait le truc c'est que moi je devais m'installer dans le pays là en novembre, début novembre. Sauf que là on est en novembre lundi, donc sauf qu'entre-temps il y a Mavic Brad qui a décidé de faire un show à Paris. Il était hors de question que je n'y aille pas. D'ailleurs, tu vas essayer, on va se voir. Oui, on va se voir. Donc du coup je me suis dit bon, je vais pas aller là-bas, ensuite revenir pour les fêtes, etc. Je me suis dit c'est pas grave, je suis pas un mois près. Mon mois je vais le faire à Paris. Et en fait le truc c'est que en décembre je suis invitée à un événement dans un autre pays d'Afrique, donc je pourrais pas m'installer dans ce pays en décembre. En janvier je suis invitée à un événement dans encore un autre pays d'Afrique. Du coup j'irai m'installer dans mon pays, mais je serai un peu entre deux avions, je serai pas vraiment pleinement en train de m'installer, en train de vivre ma vie de ripat, quoi. En février, rebelote, je suis invitée à un autre truc. Et en fait, c'est qu'à partir même si dès mars, je vais commencer à poser mes valises, tout le monde va savoir où je suis, etc. Je serai vraiment posée en mode, je commence à chercher mon appart, je commence à créer mon cercle, mes amis, etc. Ça n'arriverait qu'à partir de mars. Donc en vrai là, ce qui occupe mon esprit, c'est j'ai hâte d'être en mars pour vraiment commencer ma nouvelle vie. Et on calculait avec une copine, en tout, ça fera vraiment 2 ans de nomadisme. Parce que j'ai quitté Paris le 15 mars 2020. Et en fait, je vais vraiment pouvoir m'installer dans mon pays, mon nouveau pays d'adoption, le 1er mars, peut-être même le 15 mars 2022. Donc, ça fera quasiment 2 ans tout pile que je suis sans pays fixe. Donc voilà, j'ai hâte. Trop bien. Ça fait plus d'1h30 qu'on est en train de parler. On a commencé, je t'ai dit, on est là pour une petite. C'est tellement passionnant que moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Si on veut te retrouver, si on veut te contacter, ça se passe comment? Si on veut me contacter, répondre à mes stories, etc., évidemment, ça se passe sur Instagram, même si je suis en train de doucement migrer sur d'autres réseaux tout en restant sur Instagram évidemment. Donc c'est sur Instagram. Par contre, si on veut me contacter pour des choses beaucoup plus sérieuses, que ça soit des collaborations, si c'est des offices du tourisme qui veulent travailler avec moi, il faut aller dans mes mails. Des fois je vois des mails de journalistes d'opportunités hyper intéressantes, je vois ça dans mes DM, mais je me dis mais comment, mais on peut pas tout faire dans la vie, je peux pas voir tous mes DM. Et vraiment, si c'est des choses un peu plus pro, faut vraiment me contacter par mail, tout simplement, sandy@abnafrica.com, et voilà. Génial. Yes. Dernière question, si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, c'est un mot, liberté. C'est central dans tout, c'est ce que je recherche et c'est ce qui me rend heureuse, et voilà. Liberté, bon, j'avoue encore un petit mot, la paix.
c'est vraiment, je vise plus du tout le bonheur. Je cherche pas à être heureuse. Will Smith disait qu'il y a rien de plus c'est quoi le mot qu'il utilisait? Il y a rien de plus incertain que le bonheur, que les trucs un peu explosifs, etc. La paix, c'est le goal, c'est the goat, c'est ça, c'est vraiment c'est le goal. Donc voilà, liberté et paix, c'est extrêmement bateau, mais c'est peut-être justement parce que c'est extrêmement bateau que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on recherche. Merci beaucoup, beaucoup pour cette conversation, pour cet update de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Merci beaucoup. Et de toute façon, moi, tu sais, je suis fan de toi. Donc moi, de toute façon, je suis là. Je suis aux premières loges à regarder ce que tu fais. Et on se voit la première fois. On fait comme ça. Au show de Magic Bright. Merci aussi à vous qui êtes là, qui nous écoutez chaque semaine. Et comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.